Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes au sein de notre émission « Que les choses soient dites ». Depuis quelques années, il ne fait pas bon d'être un responsable politique. Défiance, rejet, animosité. Il faut avouer que la cote de popularité de nos élus est au plus bas. Alors, nous sommes actuellement dans le débat « Je n'ai pas confiance, je ne vote pas ». Alors, ceux qui votent, où peut-on les classer? Est-ce ceux qui ont confiance, ceux qui sont satisfaits, ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui se laissent acheter d'une manière ou d'une autre, ceux qui se laissent bercer par le chant des sirènes, ceux qui ne réfléchissent pas, et bien d'autres questions qui se posent. À cette question redondante, la population fait-elle confiance à ses élus? Nous avons la réponse étayée par de nombreux sondages. Je vous propose ce soir d'inverser la question. Vous qui êtes à la maison, qu'en pensez-vous? Vous qui êtes sur ce plateau, qu'en pensez-vous? Ce qui m'amène à vous poser cette question, les élus peuvent-ils encore faire confiance à leur électorat? Les choses doivent être dites par nos invités sur ce plateau et ensuite par vos appels en deuxième partie d'émission. Nous avons ici ce soir 5 invités. Honneur aux dames, Evita Chevry, avocate. Nous avons le maire de la commune de Bouillante, mais qui est aussi président de communauté d'Aglo, Thierry Abelli. Il y a Albert Dorville, ce monsieur qui a été ancien maire de la commune de Trois-Rivières, élu à Terre-de-Bas-les-Saintes. Et puis de l'autre côté du plateau, un psychologue bien connu de la Guadeloupe, Raphaël Spéronel, et puis monsieur Harry Ancelade, chef d'entreprise que vous connaissez bien. Ces trois font partie du pilier de notre émission « Que les choses soient dites ». Alors, lors d'une précédente émission, j'avais parlé de l'ensauvagement de notre société. Alors, une question d'actualité comme ça, pour déroger un petit peu au principe de notre émission, que pensez-vous de cette actualité, de cet enseignant qui a été décapité? Qui veut débuter? Personne? Ça vous dit rien? Outre autre chose, voilà. Comme quoi? Non, bon, c'est un drame, c'est sûr. Et c'est sûr que toute l'actualité va faire un focus là-dessus, ce qui est une manière bien plaisante d'éviter les vrais problèmes pour moi. C'est indiscutable, c'est un drame, c'est un truc dramatique, on ne peut pas imaginer plus dramatique sur la scène sociale et politique et institutionnelle. Maintenant, dans la réalité, il ne faut pas faire l'économie de l'analyse. Et cette économie de l'analyse signifie qu'il faut analyser des trajectoires. On n'arrive pas à un phénomène comme ça par une simple opération comme ça. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'immigration, dans l'histoire aussi de la démocratie, qui mériteraient d'être questionnées à l'heure de la modernité, à l'heure de la diversité, à l'heure aussi des revendications de toutes sortes, culturelles, politiques, cultuelles, aussi religieuses. Il faut manifestement qu'on retrouve de nouveaux équilibres, et je ne crois pas qu'on soit bien posé pour justement poser ces problèmes-là. C'est pour ça que je suis très dubitatif. Oui. Raphaël Spéronel a tout dit. Rien à rajouter, Thierry Abelli? Moi, je pense que ça entre. Bonsoir tout d'abord à Yvelise, aux invités, à la population de l'archipel guadeloupéen. Et moi, je pense finalement ça englobe tout un phénomène de crise des valeurs. Rien n'est respecté. Pas ici seulement. Ici, on est venu parler de politique ici. Ma métropole, c'est une crise des valeurs. La situation se dégrade, il y a une dégradation des mœurs. C'est très rare. Et maintenant, il va falloir que les responsables recentrent les choses. Au carré. Mais ça doit être Simone. Il y a des valeurs, il faut les respecter. Qui doit respecter les valeurs? Nous.
Et nous, c'est qui? Soyons Tout le monde. d'accord. La population n'est pas plus responsable que les autres. Tout le monde. D'accord, on est bien d'accord. Mais c'est ça le problème. Commencez par ceux qui devraient donner l'exemple, les responsables. L'exemple a été, moi, j'y crois. Bien sûr. Voilà, alors maintenant, avant d'entrer de plein pied au niveau de notre thème, j'aimerais faire un petit tour de plateau pour savoir, et je ne veux pas me reporter au Larousse ou à autre chose, mais vraiment savoir quelle définition vous donnez au mot confiance. Oui, ça fait tousser, rassurez-vous. Je n'ai pas encore posé ma voix. Alors, qui veut commencer? Le mot confiance. C'est compliqué quand même. Bonsoir déjà aux téléspectateurs de Canal 10, aux invités, population de Sud-Bastia, de celle de Bouillon. Confiance à plusieurs niveaux. Déjà, croire en ce que l'autre dit, c'est aussi à un niveau un peu moins élevé de miser aussi, même si on n'y croit pas, on se dit, je lui fais confiance pour voir s'il va faire ce qu'il dit. Je crois qu'il y a plusieurs définitions, mais globalement, on peut dire que c'est déjà croire en ce que, ou en tout cas le destin ou le chemin tracé par l'autre. Croire sans voir. Ah ben oui, forcément. C'est ça la confiance aussi. Après, comme je dis, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que le revers de la confiance, c'est qu'il y a une forte attente. Il doit être en capacité de répondre à l'attente. Et surtout, quand il y a la perte de confiance, alors là, par contre, c'est terrible. On va y arriver dans ce terrible. Alors, Moi, je dirais, il y a deux temps. Au départ, c'est clair que c'est un crédit, c'est un chèque en blanc. On fait confiance parce que quelque part, dans la rencontre avec l'autre, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on a envie d'adhérer à quelque chose. Donc on fait conscience, c'est un chèque en blanc. Nous, c'est un rapport intime entre moi et quelqu'un. c'est un chèque en blanc. En blanc. Ensuite, une fois que le chèque doit être rempli, en retour, donc la confiance se mérite, se valide et se construit dans la relation et dans la cohérence entre ce que je croyais et ce que je vais trouver après dans le contrat de croyance, justement. Si on prend l'exemple du chèque, est-ce que vous Raphaël Spéronel, vous donnerez par exemple à Thierry Abelli un chèque signé, un chèque en blanc, en lui disant voilà un chèque, Alors, politiquement parlant, c'est possible. mais le montant que tu veux dessus. Politiquement, avec mon argent, non, la banque ne suivrait pas. Ne vous faites pas d'illusions. Bon. Alors, mais pour poser la question au plan politique, je l'ai fait plusieurs fois, d'ouvrir un chèque en blanc à quelqu'un, parce qu'on s'est vu, parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a discuté, parce qu'on a échangé, parce que j'avais envie d'avoir confiance. Et que derrière cette confiance, effectivement, il y avait une croyance, alors qui n'était pas une croyance infinie, il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une rencontre entre deux hommes, une altérité, quelque chose qui valait le coup d'être vécu. Donc oui, je suis capable de faire confiance et j'espère que je suis encore capable de faire confiance et d'être émerveillé par quelqu'un qui m'aspire, et non pas qui m'inspire. Qui m'aspire. J'ai envie d'aller dans son projet, j'ai envie d'aller dans son idée, et notamment pour un homme politique. Bon. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, après, il faut toucher le chèque. Maintenant, est-ce que la contrepartie était dedans? C'est tout le problème qu'on va essayer de débattre ce soir. Harry Ancelade. Mais c'est une question qui est importante. La confiance, ça dépend déjà on sera tous ensemble. Non, mais c'est-à-dire qu'il est de terrorisé. ce qu'on attend. Parce que finalement, je peux avoir confiance en quelqu'un parce que je sens qu'il est de bonne foi, qu'il a envie de faire, et qu'il a envie de bien faire, et qu'il s'investira pour bien faire. Mais en même temps, je peux, alors que c'est ça, je peux ne pas avoir confiance parce que je ne le sens pas capable. Mais à partir Et ce de sont quoi deux on choses ne se distinctes. sent pas Mais capable? c'est ça, deux choses distinctes. Ah, ben c'est ça le problème. Parce que je peux ne pas le sentir capable par rapport à ce que je perçois de son personnage, mais ça ne veut pas dire que je doute de sa bonne volonté. Mais il peut ne pas avoir la capacité de le faire. Donc on est sur deux terrains différents, parce que souvent, le débat est souvent qu'il y a de la mauvaise volonté, ou qu'on triche, ou ceci ou cela, mais il y a aussi l'autre aspect, où on peut vouloir, et on peut être très honnête, on peut avoir toute la bonne volonté, mais on n'a pas la compétence pour, et on n'est pas capable de le faire. Donc il y a
Donc la confiance, il y a deux aspects pour moi. Il y a deux analyses de confiance. Il y a un homme qui disait une fois lors d'une discussion, le mot confiance ne m'inspire pas confiance. Ben, c'est dommage. C'est dommage parce que dans le procès même de l'humain et dans l'inscription de l'humain dans la vie, la confiance c'est quelque chose qui est fondamental. Elle est fondamentale. On peut pas a priori, quelle que soit l'expérience de vie qu'on a eue, on ne peut pas a priori faire tomber l'épée de Damoclès en posant sur tout individu un principe, un préjugé de non-confiance, donc de délation, de trahison, n'importe quoi. Sinon, vous vous rendez compte de quoi serait faite la vie? Si avant même d'entrer en interaction avec quelqu'un, le principe de départ, c'est que je ne lui fais pas confiance. Mais rien n'est possible. Si je tombe je prends une allégorie. Si je tombe tout de suite, il m'arrive un état, je vous fais confiance pour vous occuper de moi. Parce que c'est ça au départ. Je marche, je tombe, ben quelqu'un va pas me laisser brûler comme un chien au bord de la route. Donc après, bien sûr, c'est plus sophistiqué quand on va rentrer dans les niveaux politiques, parce que c'est ma vie, c'est ma projection et mon espérance en collectivité que je mets en cause. Et donc là, j'attends un retour, bien sûr, et je suis capable d'analyser le retour. Mais fondamentalement, la confiance est une donnée, je dirais, quasiment divine dans la relation, parce qu'elle est transcendantale. D'accord. Evita Chevry. Alors, confiance, déjà le mot confiance, con avec, faire avec. Ça, c'est ça que ça veut dire, faire avec. Et je n'imagine pas un contrat social sans confiance, puisqu'on est censé faire avec. Le problème, c'est que, évidemment, on est amené à projeter sur l'autre une certaine vision, des désirs, des attentes, et l'autre peut-être, comme vient de dire Harry, peut-être de parfaite bonne foi, mais il y a à la base, au moment de cette rencontre, un malentendu énorme. Et je veux dire, on peut perdre confiance vis-à-vis d'un homme qui a été de bonne foi, et alors qu'en fait, c'est vous-même qui vous êtes trompé en projetant sur lui ce qu'il ne pouvait pas vous donner. Donc c'est une notion excessivement complexe, en fait. La notion de faire confiance et la notion en même temps, j'ai été trompé, j'ai été trahi, alors que parfois, il y a des gens de parfaite bonne foi, mais sur qui vous avez projeté ce qui ne pouvait pas être projeté, quoi. Albert Dorand. Je pense qu'on peut faire confiance. Mais mon expérience me prouve, pendant qu'on fait confiance, il faut garder quand même un point pour la soif. Il ne faut pas être déçu. C'est plus la confiance. Non, il faut faire confiance. Mais mon expérience du métier me prouve, au départ, on fait confiance, mais profondément conscience. Et après, on se rend compte finalement, on s'est déçu, mais il ne faut pas être déçu, justement. Parce qu'on te regarde bien, très objectivement. Mais même nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous faire confiance. Tu ne sais jamais. Dès que vous pouvez dans une situation, pas ça que les gens réagissent. C'est l'humain, ça, qui fonctionne comme ça. Non, monsieur psychologue. On ne sait jamais comment on va réagir devant telle ou telle situation qu'on n'a jamais encore vécue. C'est ça l'humain. On présume, mais la réalité, c'est vrai qu'en tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut présumer que, mais quand le jour où ça t'arrive au visage, même chose, tu ne sais on pas. peut avoir justement là, c'est tout à fait différente. Donc il faut faire confiance, certes, c'est une valeur très forte, il faut faire confiance à quelqu'un aussi. Surtout si tu décides de faire un chemin avec lui, si tu projettes quelque chose, mais il faut savoir que il peut changer. Bon, peut-être qu'il a joué le jeu, il a joué au caméléon, il attendait quelque chose. Il ne faut pas que tu sois déçu, parce que toi-même, tu n'as jamais fini de te connaître. Donc, à quelque part, tu ne peux pas te faire confiance à 100% tout le temps non plus. Alors, maintenant, existe-t-il une typologie, je dirais, de l'électorat guadeloupéen? Et tout d'abord avec Raphaël. C'est la personne qui serait capable de le dire a gagné le gros lot. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'acte de vote est particulièrement complexe en Guadeloupe. Il est rationnel. Il obéit à une rationalité, mais il n'est pas évident que cette rationalité soit une rationalité politique. C'est avant tout une rationalité axiologique, affective, relationnelle, de voisinage, de connivence, mais rarement une rationalité qui est construite sur une analyse de projet, sur une analyse de l'individu, sur un pari sur l'avenir, sur une convergence de vues.
Et moi, je crois que en Guadeloupe, dans beaucoup de domaines, la relation prime sur la tâche. Et dans l'acte de vote, ce qu'on va trouver avant tout, c'est des schémas de codépendance, d'affectivité. Donc codépendance, je te tiens, tu me tiens. Alors je ne dis pas par où, hein, parce que des fois c'est bizarre. Bon, des schémas d'affectivité, mais c'est pas véritablement dans un rapport objectif à la situation, au projet, à la capacité de l'individu à mener ce projet-là, c'est pas ce qu'on va trouver en premier. Et à la limite même, dans le système actuel, on pourrait prendre certaines élections, plus le schéma est irréel, plus la personne est irréelle, pour pas dire irréaliste, dans sa personne même, plus on a l'impression qu'elle se crée autour d'elle l'adhésion populaire, l'aspiration. Et puis aussi ce fameux problème du leader, du type de leadership qu'on cherche en Guadeloupe. Est-ce qu'on cherche réellement un leadership constructif, quelqu'un qui va vous dire on va travailler, on va forcer pour aller en avant, mettez-nous ensemble, etc. Des gens qui vont être capables de rassembler des forces socio-constructives pour faire avancer le peuple. Je crois que c'est plutôt les leaders négatifs qui passent avant tout. Alors maintenant que nous avons planté les bases de cette émission, Monsieur il n'est pas d'accord. nous marquons justement, et restez avec nous, une courte pause et nous revenons avec nos invités pour la suite de cette émission. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de notre émission et après l'intervention de Raphaël Spéronel, Thierry Abelli, une réaction? En fait, sur l'électorat, je pense que ce qu'il a dit, je suis entièrement d'accord. Il y a encore quelques années, il y a une vingtaine d'années, voire même une dizaine d'années, c'était encore vrai. Aujourd'hui, je crois que les moyens se faisant de plus en plus rares, la demande des besoins des populations étant de plus en plus importante, les retards qu'on a accumulés durant ces 50 dernières années sont de plus en plus visibles. Je crois qu'aujourd'hui, les gens font le choix d'élus qui sont capables, quoi. On ne vote plus par affinité, et j'espère en tout cas que j'ai raison, qu'on ne vote plus par affinité et qu'on doit aller vers le choix des élus, hommes ou femmes, qui sont véritablement en capacité de faire avancer ce territoire-là, et non plus parce que c'est l'ami de mon père, c'est mon ami, ou parce qu'on est voisins, quoi. Il y a peut-être autre chose encore qu'on pourrait rajouter. Alors, à partir de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il existe un mémento ou un code pratique pour se constituer un électorat? Écoutez, c'est bien pour ça que j'ai accepté de venir ce soir. Moi, je fais simplement confiance à mon électorat. Je dis souvent que toute vie démocratique est rythmée par deux temps forts, hein, le temps des élections et le temps du travail. C'est sûr que pendant le temps des élections, il faut aller chercher des voix, il faut aller convaincre, il faut se battre. Et une fois le temps des élections passé, il faut travailler et faire confiance à la population parce que je crois qu'elle est de plus en plus clairvoyante et que même si elle fait des critiques tout au long du déroulement du mandat, parce qu'elle exprime d'ailleurs ses difficultés, elle exprime ses souffrances, elle exprime les besoins qui ne sont pas satisfaits et qui d'ailleurs n'ont pas été satisfaits depuis plusieurs années. Mais je reste persuadé, pour avoir vécu, en tout cas par ma propre expérience sur le mandat 2014-2020, où pendant les 6 années, la population gueulait, disait « Ouais, mais il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça ». Et pour autant, on a travaillé et aux élections municipales de 2020, j'ai été élu dès le premier tour. Donc c'est pour dire qu'il faut savoir entendre la préoccupation et les complaintes de la population. D'ailleurs, ça permet de rectifier le tir sur les actions à mettre en œuvre, puisque de toute façon, celui qui vous dira qu'il est capable de tout résoudre en une seule mandature, c'est totalement faux. Donc on fait des choix, on fait des projections, mais il faut savoir entendre pour se dire, j'avais prévu ça, mais je sens que la population préfère plutôt ça, et de travailler en conscience en écoutant cette population, et à la fin, en faisant confiance à la population, en général, est-ce qu'on peut dire que la population a toujours raison? Elle vous renouvelle sa confiance. Est-ce que la population a toujours raison? Non, parce que sinon on serait dans un discours populiste et on ne changerait pas les choses. Puisque si on devait effectivement toujours donner raison à la population, il y a plein de choses qu'on ne changerait pas. Mais en tout cas, j'allais dire, elle a raison de s'exprimer parce que l'écoute permet de savoir quelle orientation donner à sa politique. Albert Dorville. Je crois
Je vais être très simple, très concret, très pragmatique et rester collé à la réalité. J'ai été élu il y a déjà 36 ans. En mars, je ferai 36 ans. Et j'ai été élu en mars 85 par réaction à la dégradation de la morale en politique. Mais bien entendu, pour essayer de faire avancer les choses et mettre en place une politique avec un grand P, avec des valeurs, développer l'éthique, l'honnêteté, la droiture, l'intérêt général. Ça fait 36 ans. Et si je me réengage encore cette fois-ci en mars, là, aux prochaines élections, ça sera toujours pour ces mêmes principes. Il y a une crise des valeurs, il y a une dégradation des mœurs. Je vais vous dire comment moi je conçois la relation politique électorat. À mon humble avis, la majorité des politiques, la grande partie de la population, pas tout le monde, la majorité des politiciens, des politiques plutôt, enfin je veux plus dire politiciens, la majorité des politiques, disons, c'est carrière à eux au détriment de l'intérêt général. Toujours Une grande partie. J'ai relativisé, pas tous, une grande partie. Depuis 1985, je vis cette situation-là. Et c'est pourquoi à chaque fois je m'engage par réaction à ce phénomène-là. Et la majorité de la population, c'est si faveur au détriment de l'intérêt général. La majorité. Une partie de la population responsable vote, mais la majorité. Et quand vous regardez bien, les deux trouvent leur compte. Ah. Mais j'ai pas fait. Les deux trouvent leur compte. Mais t'as là et victime dans ça là, justement, c'est l'intérêt général. Victime commune là, c'est l'intérêt général. Ça ne peut pas supporter ça. Et je pense que nous sommes arrivés au cours de la vague. Il faut que nous arrivions à sortir des sentiers battus et ni des grands madames et grands hommes qui envient, et la population aussi, bien sûr, il faut élever le niveau de conscience à monde, que nous avancions et mettre en marche une nouvelle Guadeloupe, une Guadeloupe plus ambitieuse, plus travailleuse, plus qui met le sens public. Et pas tout le monde ensemble. Ça ne peut pas continuer. Tout le monde se rend compte bien. Ça fonctionne tellement mal que plus ça va, plus le taux d'abstentionnisme est important. Plein de monde n'a pas envie de voter. C'est des gens, des petits bandits qui ont voté toujours, mais toujours dans le souci de sanctionner. T'as la moins mauvaise qui t'a là, t'as la petite moins plus mauvaise, on tire là, pas là, tire pas là. Mais on a l'impression qu'il y a pratiquement très peu d'élus qui ont le sens de l'intérêt général, qui sont venus là pour donner, mais sans pour autant attendre rien en retour. Alors que c'est sans raviver, peut-être qu'on va tromper moi, c'est sans raviver, et moi en plein avec ça. Et on radouci, on dit, on va jamais faire politique encore. Plein avec ça en tant qu'électeur ou en tant qu'élu? En tant que citoyen guadeloupéen. Puisqu'un électeur, un citoyen, un électeur, en même temps élu comme Barza, là, m'a déjà retiré puis à dans scène. Et justement, je me suis réengagé à terre de bas contre ce que j'avais déjà fixé. C'est parce que là aussi, j'ai constaté qu'il y avait une dégradation de la morale en politique. Et malheureusement, la dame qui a été élue là avait fille à IOAD. Quand on me compte qu'il y a peut-être un plus mauvais que l'autre là, on peut pas recevoir mon croisé, c'est pas possible. Et je ne sais pas si vous me rejoignez, c'est un truc de réaction des gens convaincus qui a de l'ambition, grande ambition collective pour son pays. Oui, réaction. Alors, oui. Moi je voulais quand même qu'on revienne un peu sur le titre. L'élu peut-il faire confiance à son électorat? J'ai trouvé cette question intéressante. Pourquoi? Parce que effectivement, en général, on pose la question de manière inverse, c'est-à-dire est-ce que l'électorat peut-il faire confiance à ses élus? Et on fait toujours, en posant cette question, on fait référence toujours à un pouvoir puissant, politique, de l'élu qui en fait fait un rapt, qui oublie qu'on lui a délégué le pouvoir et qui mène ses affaires sans plus s'occuper de celui qui lui a délégué. Et puis, cette question nous permet de mettre l'accent sur la dépendance de l'élu. Donc, sur la fragilité du pouvoir politique, et qui est un pouvoir, justement, qui est pour moi un pouvoir triste. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui, dès le premier jour de l'élection, il porte en lui déjà les germes de la faim. Et le pouvoir, en fait, politique est rongé par le temps. Et son électorat, c'est quoi? En France, c'était simple. Il y a encore quelques années, on était à droite, on était à gauche, on votait pour un homme de droite ou une femme de gauche, selon qu'on était à droite ou à gauche. Donc c'était le socle, était relativement stable. Maintenant, c'est maintenant un petit peu plus compliqué avec le courbouillon mulâtre
d'Emmanuel Macron. Mais en Guadeloupe, j'entends M. Abelli et je suis fort contente si les choses ont changé à Bouillante. Mais on sait très bien qu'en Guadeloupe, jusqu'à présent, dans de nombreuses villes en tout cas, il n'y a pas cet engagement entre celui qui vote et l'élu. Parce que l'engagement, c'est le programme. Or, moi, je connais très peu de gens qui votent pour le programme. Ça, c'est une chose qui est encore courante, en tout cas dans mon environnement. Les gens, d'ailleurs, la preuve, c'est que les maires, pour faire tomber un maire, il faut de nombreux mandats. Et même s'il a échoué, il n'y a pas de lien d'ailleurs entre l'élection du maire et sa réussite. Et c'est ça qui est... Quel est le lien alors ? C'est souvent parce qu'il a créé justement, et c'est en cela que son électorat est particulier, c'est qu'il n'est pas fondé sur un programme, il est fondé sur, tout à l'heure qu'il a dit, ça arrive... La codépendance, la relation, le fait, voilà, le trouve sympathique ou autre, et surtout, il ne faut pas oublier l'envie féroce de déchouquer celui qui est là parce qu'il a fait son temps, parce que le pouvoir politique l'a usé, parce que le relationnel ne peut pas continuer indéfiniment et qu'on a envie d'aller goûter du relationnel à côté. C'est ça qui me paraît important. C'est ça, c'est qu'on fait tomber quelqu'un et on met quelqu'un parfois qui est 100 fois pire. Mais on veut aller à un moment donné changer parce que la relation avec l'élu n'est pas liée à un programme, à un développement économique ou autre, mais simplement tu me donnes, ah oui, mais tu as donné... Moi, je connais des élus qui ont perdu énormément de voix parce qu'ils avaient donné à travailler à une ou deux personnes dans une famille, ils n'ont pas voulu la troisième ou quatrième personne, ils se sont retrouvés avec tout un quartier contre eux. Mais enfin, tu le sais aussi bien. Donc c'est ça. Donc peut-il faire confiance à son électorat tant qu'il donne ce qu'il veut. Mais alors, M. Abelli nous dit que son électorat, lui, il attend que les choses évoluent, etc. Mais quoique, en parlant, il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait, parce que je pense qu'il a écourté sa phrase. Il dit, les gens disaient, mais quand Abelli a fait, il m'a fait haïr, etc. Et pourtant, j'ai été réélu au premier tour. Ça veut bien dire que ce n'est pas la réalité de ce que fait un maire qui compte. Par exemple, je prends le cas de maire, mais c'est justement autre chose. Peut-être que M. Abelli est un homme fort charmant, qui est très sympathique dans sa ville et qu'on l'aime pour la sympathie. Alors, selon ce qui a été... il y a une étude qui a été réalisée par des professeurs de sciences politiques où il était dit que jusqu'ici, le maire, c'est encore l'élu qui est le plus apprécié, le mieux apprécié de tous les autres. Parce qu'il est dans la proximité. Il est celui qui vient vous voir quand vous êtes malade. Il est celui qui vous apporte la soupe, etc. Non, et puis, pour reprendre un petit peu ce que Albert disait, dans un système général de dégradation de la valeur ajoutée, politique, il est clair que le maire, parce que c'est le plus proche, c'est le moins dégradé puisqu'il est à côté de vous. Oui. Mais dans le schéma global de l'analyse de la représentativité démocratique, je suis désolé, plus on monte haut, on le voit, plus c'est des tautoflagueurs. Hein. Bon, on le voit pour Macron, on le voit pour les députés, on le voit pour extra. Mais le maire reste dans ce rapport de proximité, reste dans ce contact. Alors, je vais prolonger un peu. Chaque fois que je dis proximité en Guadeloupe, je pense toujours proximité, promiscuité. Il y a un rapport entre les deux qui peut être un rapport d'objet comme un rapport d'érotisme qui fait que de toute façon, le maire est quelqu'un d'important pour les gens. Et la mairie reste une maison importante pour les élus. Donc il y a cette ambiguïté autour de la personne du maire dont il va savoir, bien sûr, jouer en caressant les gens dans le sens du poil ou dans le sens de repousse-poil. Mais ce qui va être important dans la relation en Guadeloupe, c'est que le maire caresse ou caresse pas. Ce qui est important, c'est qu'il regarde. Parce que c'est pas la claque ou la caresse qu'on va analyser, c'est le fait qu'il s'est intéressé à moi. Et donc ça reste important. Harry, en slide.
futur maire du Moule. C'est vrai que finalement, je vais passer mon temps à écouter parce qu'on est sous un débat très particulier. Et moi, la question que je commence à me poser d'ailleurs, c'est est-ce que l'analyse qu'on fait aujourd'hui, est-ce que on parle d'élus et de ces électeurs de façon, je dirais, nationale, générale, ou est-ce que c'est local? Pourquoi? Parce que c'est très différent à mon avis. À mon avis, c'est très Alors différent. on restera sur le plan rapport. local. Donc on est local. Parce que c'est très particulier. Parce que voilà, parce que c'est pas la même chose du tout. Et finalement, c'est alors l'attente, parce que bon, on a beaucoup débattu de l'attente de l'électeur vis-à-vis de son élu en Guadeloupe. C'est à mon avis très différent parce que l'électeur, alors on dit qu'il est de proximité, mais justement, son attente est très de proximité. Quand on parle de choses sérieuses, il préfère aller frapper ailleurs. Il monte directement à Bastère frapper. Il considère que sa solution, une fois qu'on parle de choses sérieuses, dépasse ses élus et ça doit aller directement au pouvoir très centralisé. Ça, c'est le premier problème que j'ai, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas, et d'ailleurs, on l'a vécu en 2003. J'ai vu beaucoup d'élus qui pensaient qu'il fallait peut-être que les choses changent, et j'oublierai jamais la phrase d'une des élus, elle avait dit, de Capester, elle avait dit, Capester Maïganotte, elle avait fait une remarque un jour, elle avait dit, je pensais que c'était une bonne chose, mais vu la réaction de la population, bon, ben moi je reviens sur mon truc. Et c'est ce qui s'est passé de façon générale. Alors qu'en définitive, on pourrait penser qu'un élu est quelqu'un qui apporte une analyse et qui va convaincre une population. Or, on a constaté que c'est l'inverse. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle, parce que quand j'ai dit ça, mais tout de suite j'ai le contraire. Enfin, j'ai un autre phénomène qui était aussi surprenant. Parce que ici, ça s'est passé comme ça. Mais est-ce que nous avons regardé ce qui s'est passé en Corse? En Corse, il y a eu l'élection juste avant la Guadeloupe, concernant le problème statutaire. Tous les partis politiques en Corse étaient pour un vote oui, changement statutaire, sauf un individu, je ne dis pas un parti, un individu qui se disait centriste. Un individu. Tous les partis politiques étaient pour un oui. Tous. De l'autre de l'échiquier politique, sauf un gars. Le jour des résultats, j'ai vu porter un gars. On a porté un gars en l'air en Corse parce que c'est le nom qui a gagné. Ça veut dire que tous les partis ont perdu et un individu a gagné. Et ce qui est amusant, j'ai plus entendu parler de lui après. Sa victoire a été ce jour-là, parce qu'il y a eu un nom. Et ce gars-là, je n'ai plus vu émerger en politique, je ne l'ai pas vu faire carrière en Corse, etc. Mais c'est un élément qui m'a beaucoup interpellé. Parce que quelque part, j'ai beaucoup essayé de faire le parallèle entre ce truc en Corse et ici. Et je me dis, mais quel est le... Quelque part, on a eu la même chose. On a eu un peu la même chose. Ici, au début, tout le monde pensait que. Au début, c'était un détail. C'était un détail. Et on était convaincus qu'en Guadeloupe, l'électeur guadeloupéen a une façon de penser. Et plein d'éléments objectifs pouvaient laisser penser que l'électeur guadeloupéen était prêt à évoluer. Et il s'est avéré que ce n'était pas du tout. Mais oui, c'est avéré que ce n'était pas du tout le cas. Ça a trompé tout le monde. Alors. Donc, c'est vrai que, alors à ce moment-là, et j'ai un peu le sentiment d'ailleurs, que tout le monde a pris son parti, et quelque part, quand je regarde aujourd'hui, les élus ont décidé que c'est plus la peine d'essayer de bousculer quoi que ce soit. Ce n'est plus la peine de bousculer quoi que ce soit. Alors quand on dit, ouais, voilà. Alors quand on dit, et quand on dit, est-ce que les élus, mais bien sûr. Il y a la peur de ne pas être. La peur de. Mais bien sûr. De ne pas être élu, réélu. Il y a la peur de ne pas être. Il y a la peur et puis il y a l'absence de leadership. Bon, dont on parlait tout à l'heure. Quel est le discours? Existe-t-il un discours des élus?
en tant qu'élu. Alors, Parce que c'est Thierry quand même une Abelli classe. pourra Non, répondre. mais l'exemple de Thierry est super, parce que je rejoins un petit peu ce que disait Evita. Bon, c'est vrai qu'il est... Bon, c'est un jeune, que c'est pas spécialement, je suis comme ça, mais sans plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on est porteur d'un discours, on est porteur d'une flamme, on est porteur d'une flamboyance, et on essaie... Le système n'a pas encore mangé. Le système ne l'a pas mangé. Pas encore, ou bien c'est pas les sacs, ou bien c'est un os, il est sec, ou bien il est sec. Mais on va voir, mais c'est vrai que dans ce jeu-là, hein, il y a l'individu qui peut émerger, mais un individu qui peut émerger, mais quid de cet individu dans une classe d'appartenance? Sa classe d'appartenance, c'est pas le peuple, ce sont ses collègues, ses collaborateurs élus. Et donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est de suivre de manière très clinique, c'est comment il va évoluer dans les années et le temps à venir. Donc, je te souhaite beaucoup de courage. Non, On mais lui souhaite. On lui souhaite. il en faut. Enfin, je pense que j'en ai. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut. Ce pays-là, il faut quand même qu'on arrive à le faire avancer. C'est ce que disait Albert. Mais sur les deux, sur plusieurs points, je veux dire, aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines habitudes. Bon, Evita évoquait le clientélisme électoral. Alors pendant un certain temps, ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est plus possible de rentrer dans le clientélisme. Je veux dire, quand vous avez un budget, vous avez déjà du mal à assumer les dépenses au quotidien, vous pouvez difficilement dire que vous allez asseoir votre élection en donnant à quelques personnes pour développer un électorat. Le problème des Ça choses, veut c'est dire, que- ça veut dire, Thierry Abelli, que ça n'existe plus, les fausses promesses, les Ah, c'est dons pas ce à que- droite c'est et à pas- gauche. Le c'est personnel pas- surnuméraire. c'est pas- Est-ce c'est qu'on pas- peut dire vraiment que c'était d'un autre temps? Je ne dirais pas que c'était dans notre temps, mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix de ne pas m'inscrire dans cette démarche-là, parce que tout simplement, ça te rattrape. Je veux dire, à un moment donné, l'exemple qu'elle a donné, c'est de dire, par exemple, vous avez donné à travailler à une personne dans une famille. Après, on va vous demander pour le deuxième, ensuite le troisième. Il suffit qu'à un moment donné, vous refusiez un, Et c'est fini. et c'est fini. Donc, or, vous ne pouvez pas donner du travail à tout le monde. Vous ne pourrez pas saupoudrer tout le monde. Donc, il faut travailler dans l'intérêt général. Et bien évidemment, les gens qui sont dans la difficulté, je ne suis pas en train de dire que je n'aide pas la population de Bouillante, celles et ceux qui sont vraiment dans la difficulté, ben, je les aide par acquis de conscience dans une démarche purement sociale d'aider, mais ce n'est pas dans une démarche électoraliste. Quoi. Mais peut-on se constituer un électorat sans promesse, sans avoir à donner, sans avoir... Il y a tellement d'attentes. Il y a une population en souffrance, une population qui demande. Est-ce qu'on peut se dire, oui, je serai élu en disant... je ne peux rien vous promettre, pas d'embauche, pas de je sais pas moi, pas de route privée près de chez vous, je n'irai pas bitumer près de chez vous, j'irai pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, si on suit... Est-ce qu'on oui. peut dire ça à un électorat? Bah, bien Oui, sûr. si on suit ce que disait Evita, vous avez votre programme. Exactement. Le document de base, puisqu'on parlait de confiance, de contrat entre le peuple, l'électorat et le maire, c'est le programme. Et le Alors programme dans la définit- réalité, est-ce le programme qui fait la différence? C'est le programme qui définit la planification, oui. Alors, oui, enfin, il fait pas la différence. Enfin, il fait peut-être pas la différence, mais il définit deux choses. D'une part, la valeur ajoutée de ce maire-là par rapport aux autres, et d'autre part, la notion de bien commun et de service public. Le maire n'est pas au service d'un individu, il est au service d'un public, d'une communauté. Du plus Et grand donc la définition même de cette communauté de vie, de cette communauté d'espoir et de projection dans le temps, c'est le programme qui permet de le définir, de le circonscrire. Albert Daoui est d'accord avec ça? Dans tous les cas, dans mon cas particulier, j'ai été élu en disant la vérité, en faisant de la pédagogie. Je serai toujours contre les mensonges, la démagogie. Oui, mais on voit qu'à terme, ça n'a pas payé. Enfin, j'ai quand même fait 2 mandatures et j'ai réformé pas mal de choses. Et si les autres qui ont été élus, qui m'ont fait perdre en 2008, en fait, qui ont fait perdre Trois-Rivières en 2008, n'avaient pas procédé par des méthodes un peu plutôt de corruption, bamoun jambon à frère, ranger casa moun yo, bamoun machine à laver tout,
Et même avec ça, on a perdu de 12 voix. Et moi, je n'ai jamais fait de porte-à-porte dans ma vie. Je suis peut-être l'un des rares et lui a ne jamais fait de porte-à-porte. En cas dit, c'est consacré la vie, ça moi équipe pour les autres. Alors, je me suis à laisser, puisque moi, ça, sont ambitieux. C'est comme ça. Et j'ai toujours été élu comme ça. Et s'il n'y a pas de Mandel, pour ne pas les nommer, Mandel, il m'a été venu là, en tout cas, fait, toi, il vient avancer à grand, pas toujours, hein, sans augmentation de dépôt. Ça prouve, et sans aide de M. Gillot, qui était président du conseil général, sans aide de M. Lurel, qui était président du conseil régional. Donc ça veut dire qu'on peut réaliser. Ça veut dire qu'on peut, mais on a quand même l'exemple où, en disant les choses, en ne donnant pas, il n'y a pas eu de réélection. Non, mais quand on a fait 2 mandats, c'est quand même pas mal. Hein? Ça fait 13 ans, c'était une fois de 6 ans, une fois de 3 ans. Et j'ai été battu de 12 voix en genre de machine à corruption, qui moun pas avant de sucrer, moun ba, moun bonbon, moun sucrer. Ça veut dire que la population de Trois-Rivières, au moins, commence à être consciente. Moi, je crois sincèrement que le leader, puisqu'on parlait tout à l'heure de la nécessité du leader et qui n'est pas encore apparu, le leader sera celui qui sera capable d'intégrer l'idée qu'il puisse perdre. Qu'il puisse perdre, mais qu'il a des choses à faire, qu'il doit le faire. C'est ça un leader. C'est ça. Donc le fait de dire, tout à l'heure de poser la question, c'est vrai que ça va, c'est vrai que Albert aurait pu, s'il avait fait comme les autres, il serait encore là d'ailleurs, il serait encore au pouvoir. Mais je veux dire, il a fait un choix. Et c'est un choix, qui, effectivement, il faut accepter l'idée de perdre et de ne pas faire comme les autres. Parce que c'est un tout petit pays qui a besoin, justement, de gens, de maires, justement, puisque c'est c'est quand même l'élu le plus important. Le maire a un rôle fondamental, déjà dans l'image qu'il donne aux enfants de sa commune. Et ça, c'est très, très important. Ah oui, l'image. Et moi, je dis que c'est bien s'il y a de nouveaux maires qui arrivent avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Je suis ravi. Malheureusement, je dis que dans ce que j'entends, puisqu'on en sort des élections, là, c'était au mois de juin, je me rends compte que les gens ne perdent pas parce qu'ils ont échoué politiquement, économiquement ou autre. Ils perdent parce que leur temps est passé, parce qu'ils n'ont pas le relationnel a été rongé par le temps, et que l'autre, il est enfin et temps. Puis peut-être parce que l'électeur n'est plus dupe, on va dire ça. Je vais vous dire quelque chose. Mon père me disait que quand Rémy Nessouta, qui est le premier maire noir arrivé à Saint-Claude, mon père me disait que, comme d'habitude, dans les familles blanches ou mulâtres de la zone, on invitait les gens sur les gazons à manger poulet roussi, etc., etc. Et ils buvaient. On leur donnait tafia, rhum, etc. Et mon père me disait que pour un Minnesota, ils ont mangé, ils ont bu, à se péter le ventre. Et après, ils sont tous partis en chantant, en remontant la côte, puisque c'était à Matouba, remontant la côte pour aller voter au bureau numéro 1. Nous, quand ils votaient Rémy. C'est ça, le peuple. Et malheureusement, on a perdu ça. Parce qu'on est en train de tourner autour du pot, mais on ne parle pas de la chose essentielle en politique, qui est là, tout le monde le sait, c'est l'argent. L'argent joue un rôle. Maintenant, on a mis le pied dans le plat. Fondamental, encore dans la politique en Guadeloupe. Ça c'est une réalité. D'ailleurs, Albert vient de parler de corruption. Il le sait très bien que l'argent est un élément moteur très important. Mais ça ne se dit pas ouvertement. Et voilà, tout le monde fait semblant, mais on sait bien. On ne fait pas de campagne en Guadeloupe, et surtout les très grosses campagnes, sans beaucoup, beaucoup d'argent. Donc évidemment aussi, ceux qui apportent l'argent, on leur doit quelque chose après. Pour aller dans le sens d'éviter, pour acheter la conscience des gens, il faut pas de dignité, pas de fierté. Oui. Mais là aussi, là encore, j'ai un problème, parce que finalement, c'est vrai, mais c'est pas... Il n'y a pas que ça. Enfin, non, mais c'est vrai, mais je pense que c'est pas une couleur locale, ça. C'est un fonctionnement qui était national. Ce n'est que pas longtemps. Mais attends. Non, mais en politique.
Il n'y a pas longtemps qu'on a légiféré là-dessus. N'oublie pas que la règle en politique... Je ne parle pas de l'argent pour faire campagne. Je parle de l'argent qu'on donne. Regardez, le grand Dassault est tombé parce qu'il s'est mis à distribuer personnellement son propre argent et il a fini à la correctionnelle. Oui, mais c'est ce que je dis. Il y a eu le votant. Oui, mais il y a eu... Parce que, mais regarde, mais Dassault, c'est pas si vieux que ça, hein, le Serge Dassault. Donc, je veux dire, le problème, c'est que c'est une façon de fonctionner ça marchait comme ça, et nous on s'est trouvé dedans. Et moi ce qui est embêtant, c'est que on a légiféré effectivement là-dessus, on a essayé de protéger. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, il y a quelques bons chefs d'entreprise qui ont fait de la prison, il y a ça des débats où ils ont dit c'est pas nous qui faisions les lois, on nous imposait de payer et finalement c'est nous qui avons été emprisonnés et pas ceux qui étaient bons. Et effectivement, ça a été ça la réalité. Beaucoup de chefs d'entreprise ont payé cher, mais on dit il faut payer. Et croyez-moi, ça coûte cher parce que je l'ai payé très cher à ne pas payer. J'ai perdu beaucoup d'affaires et beaucoup d'opérations à ne pas vouloir payer. Et c'est parce que c'était la règle. À ne pas vouloir venir avec ta valise. Ah oui, tout à fait. Et ça, j'ai eu des situations critiques. Et ça, je suis clair là-dessus. Pour moi, c'est la première chose qui bloque. D'ailleurs, je dirais qu'en définitive, et là, c'est là où je rejoins Albert sur une chose. L'intérêt général. Parce qu'à partir du moment où dans ce processus-là, l'intérêt général n'existe plus. Parce que l'intérêt général exige une rigueur. Et avant tout, mais oui, parce qu'il faut avoir une gestion saine des choses. Une fois qu'on rentre dans ça, il n'y a plus de gestion saine. Et d'ailleurs, tout est on rentre dans des rapports avec les gens. Parce qu'à partir du moment où il y a l'échange d'argent, on doit... Donc dans cet échange, qui est gagnant, qui est perdant? Mais non, donc peut-être que le jeu n'est pas là, ou alors c'est un élément du jeu, mais dans le jeu, il y a encore d'autres joueurs. Il y a deux niveaux. Je veux arriver au pouvoir et après, une fois que j'ai le pouvoir, qu'est-ce que je vais faire? Il est clair qu'on n'accède pas au pouvoir avec de la philosophie, même avec de la morale. Désolé Albert. La morale plus ce programme. La morale plus ce programme. Pour arriver au pouvoir, il est clair que l'argent, c'est pas un strapontin, c'est une autoroute. On arrose. Et donc, mais ceci dit, ne vous faites pas d'illusions. Le peuple n'est pas dupe. Le même peuple qui chante, qui va manger des méchouis, qui va faire ceci, cela, et qui va voter pour vous si vous le surveillez. Et c'est vrai que c'est pas spécifique à la Guadeloupe ou dans certains bureaux de vote, y compris aux États-Unis actuellement. On donne les bulletins aux gens à la porte du bureau pour qu'ils aillent voter, on vérifie qu'ils déposent bien le bulletin. Donc ne faites pas d'illusions. Donc il y a la manière d'accéder au pouvoir qui rentre dans toutes les tribulations liées au pouvoir, parce qu'une municipalité, c'est quand même vécu comme un espace de pouvoir. Et maintenant, il y a la deuxième chose. Une fois que j'ai accédé au pouvoir, qu'est-ce que je fais? Travail. Il est clair que pour accéder au pouvoir par la voie honnête, on est éliminé très tôt. Le système vous élimine. Parce qu'il ne vous permet pas d'arriver à un certain niveau d'évolution. Des bonnes paroles, des études, bonne éducation, t'as pas de maîtresse, t'as pas... Enfin, les trucs classiques, quoi, comme nous. Tu n'arriveras jamais au pouvoir. T'arriveras jamais au pouvoir. T'arriveras jamais au pouvoir. Bon, faiblement. T'arriveras jamais au pouvoir. Donc, la façon d'arriver au pouvoir comprend la propre aliénation par rapport au pouvoir. Maintenant, c'est pas grave, moi j'ai pas de jugement de moral là-dessus. Maintenant, une fois que tu es arrivé, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là mon problème. Et c'est là que émergent tes capacités de leadership, ta volonté, ta capacité d'être un flambeau, et c'est là qu'on trouve... Donc ce qu'on essaye de dire, pour que je puisse bien comprendre, c'est que l'électorat, après avoir pris, demande... les comptes. Alors, non, pas encore. Après, il ne va jamais demander. Non, c'est ça le problème. Il ne demande jamais des comptes. C'est ça le problème de l'électorat, c'est qu'il ne demande pas des comptes. Il prend et il ne demande plus de comptes. Non, mais il y a une formule en Guadeloupe pour te dire, en même temps que l'opposition te dit, dans l'isoloir, il fait noir. Donc, derrière l'isoloir, il fait noir. D'accord. Donc, comme si le mec. Alors, l'opposition va vous dire pendant la campagne électorale. Prends ce qu'on te donne. Prends ce qu'on te donne, mais t'inquiète pas, tu es libre de voter qui tu veux. Donc, tu manges tout le boudin et tous les méchouis de la personne. Je crois pas ça. Mais non, mais c'est pas vrai. Parce que tu es lié, effectivement. Et le contrat qui te lie, alors justement, c'est un contrat très très fort parce que c'est un contrat de connivence. C'est pas un contrat de consensus. C'est pas dans ce schéma-là, on ne veut pas faire avancer qui que ce soit. On envoie quelqu'un au pouvoir parce qu'on sait qu'il va renvoyer. Il est censé renvoyer l'ascenseur.
Bon, mais c'est pas grave. Je reprends, c'est pas grave. Tu arrives au pouvoir, tant mieux, tu l'as voulu, tu avais les moyens, tu as été payé par des gens, on t'a payé de la pub, on t'a payé. Maintenant, tu arrives au pouvoir. Tu fais quoi? Et c'est là notre problème. Ouais. Alors, Parce que tu fais rien. Parce que tu fais rien. Tu fais rien parce que... Mais à une prochaine élection, tu es réélu. Non, pendant quelques temps. Ah oui. Et après, le jeu, c'est effectivement le jeu de dessoucage. Ça veut dire que la personne, le mal alpha qui va arriver dans ce système-là, plus fort que toi, va mettre en place exactement les mêmes rouages, les mêmes démarches, mais va te dessoucher pour que lui prenne la place. Parce qu'il a un peu plus d'argent. Parce qu'il a un peu plus d'argent, un peu plus de moyens. Parce qu'il est plus dans le contexte, il a plus d'argent. Entre-temps, tu n'as rien fait du tout. Tu n'as pas permis à ton peuple d'évoluer, tu n'as pas développé une prise de conscience, tu n'as pas été capable de défendre ton bilan quand il y en a un, et que donc, il y a suffisamment d'éléments pour que l'autre construise un discours de productivité négative par rapport à toi. Mais rien n'a changé. Ce sont les mêmes qu'on remet en place. Thierry Abidou. Oui. Moi, j'aimerais faire une remarque sur le concret, la réalité d'aujourd'hui. Finalement, moi, aujourd'hui, le grand drame de tout le monde et de tout un chacun en Guadeloupe, c'est l'eau. Et finalement, la cause réelle du problème de l'eau, mais c'est exactement tout ce qu'on est en train de dire. Le fait que l'eau, ça ne se vend pas électoralement, c'est enterré. Les canalisations d'eau sont enterrées et gérer de l'eau, réparer les canalisations, ça n'est pas rentable politiquement parce que l'eau est enterrée. On ne voit pas ce que vous avez fait. Eh bien, conclusion, pendant 40-50 ans, on n'a jamais entretenu les réseaux d'eau. Mais c'est un problème de gestion parce que le souci est trop de donner une façade et d'oublier, ça ne se voit pas, et d'oublier la gestion réelle. Oh, messieurs, il n'y a rien de pire. Gérer, c'est justement être en dehors de ça. Totalement de ce genre de polémique. Si vous gérez pour vous faire remarquer, vous êtes mal barré. Oui, c'est le sens public, justement, gérer. Mais oui, et c'est là tout le problème. Est-ce qu'il ne faut pas se faire remarquer pour être élu? Mais alors, c'est là tout le débat, parce que c'est vrai, venir faire une campagne en disant j'ai réparé les réseaux d'eau, il n'y a pas de panne d'eau. Les gens ne vont pas trouver ça suffisant pour élire. Mais donc, par contre, si l'autre a échoué, il n'y a pas d'eau, ils vont dire qu'il nous raffiner. Et c'est là qu'on a une contradiction. Et on retrouve un moment ce que disait. C'est que finalement, il est plus facile d'aller dans le sens on élimine des gens. Oui, parce que finalement, il est plus facile de dire, mais c'est pas gérer de l'eau là. Ça, tout le monde comprend parce qu'il y a un problème de l'eau. Que celui qui viendrait dire, nous n'avons aucun problème d'eau parce que j'ai bien géré. Ça n'a pas de valeur réelle. Et ça aussi, c'est malheureusement un des gros problèmes. C'est qu'il est plus facile de prendre par la négation que de pouvoir dire j'ai fait, parce que ce que je fais paraît toujours normal. Hein. Quand j'ai fait, c'est tout à fait normal, ce n'est jamais extraordinaire. C'est ce qu'on n'a pas fait qui pose problème après. Bon, ça c'est une chose. Mais c'est vrai aussi, et là, quand on parle d'intérêt général, il y a un fait, hein. Alors là, je vais me faire détester par tout le monde. C'est déjà fait. C'est déjà fait de toute façon. Je gagnais, oui, de toute façon, comme tu dis, c'est déjà fait. Je n'ai rien. Mais il y a une chose. Nous parlons, reprenons bien la société, nous parlons toujours les électeurs, les élus. Messieurs, le système guadeloupéen, ce n'est pas que les électeurs, les élus. Nous avons une société civile, nous avons une société syndicale qui est extrêmement puissante et qui, à mon avis, est la plus puissante. Parce que elle fait des faits plus facilement, elle tient plus les rênes. Bon, pourquoi je dis ça? Bon. On ne va pas dire le patron qui n'aime pas le syndicat, c'est pas ça, non. Le syndicalisme dans certains pays, en Allemagne, c'est un point fort. Hein. Donc, ce n'est pas un élément qu'on élimine dans un débat social et dans un débat de démocratie. Mais par contre, moi, ce qui me chiffonne un peu, on a pris des habitudes. Et quand il parle d'intérêt général, moi, je vous dirais qu'il y a une chose qui me choque énormément, c'est que nous bloquons tout le temps la Guadeloupe pour un individu, deux individus, une affaire, etc. Ça, c'est le premier élément qui me fait dire qu'à chaque fois, je suis découragé. Parce que je comprends le problème de ceux qui bloquent. Mais tant qu'on est dans cette logique-là, on bloque le développement d'abord de la Guadeloupe. Bien sûr. Et ça, j'ai du mal à comprendre ça. Les personnels, les catégories. Mais oui, c'est quand même bizarre qu'on ne comprenne pas. Mais finalement, je constate une chose. J'ai presque envie de dire à l'unanimité, tout le monde est d'accord. Parce qu'en Guadeloupe, et souvent, j'oublierai jamais, Gabi Clavier a été le premier à me dire ça. Il me dit, mais ça, pourquoi oublions, putain, premier monde bloqué, c'est les patrons qui bloquent l'aéroport là. Mais en réalité, c'est vrai, c'est une réalité. Le blocage est une culture totale dans toutes les classes sociales. Tout le
le monde est d'accord avec ce principe de blocage quand ils sont concernés. Que ce soit les patrons, les syndicats, les salariés, tout le monde est d'accord. Il n'y a jamais de conflit sur ça. Tout le monde est d'accord qu'il faut bloquer. Et c'est quelque chose qui m'interpelle. J'étais président du BTP. Je rappelle rapidement qu'effectivement, j'ai eu ce problème avec les gens du BTP. Les patrons voulaient bloquer, mais la Guadeloupe, ils dit, on va mettre tout le matériel en nous, on l'a eu là. Mais c'est un truc de fou. Je dis, mais les mecs, on va prendre, ils ont patrons du BTP. Tout le monde a besoin du matériel. Pourquoi ils ont pas mis matériel là, là? Ils ont besoin de montrer le matériel, ils savent ça. Ah non, ils bloquent. J'ai dit, vous bloquez à partir de minuit jusqu'à 5h du matin. Si à 6h du matin, il y a un matériel dans la rue, je démissionne à 6h du matin et je vous traite de couillon. Alors ça a fait des histoires, il y en a certains qui m'en ont voulu. L'Assemblée générale s'est terminée. Ce jour-là, j'avais beaucoup de gens qui étaient fâchés, mais en tout cas, ils ne l'ont pas fait. Mais je dis, mais je ne comprends pas. Ce comportement-là, mais pour moi, c'est le premier comportement qui tue économiquement un pays. Irresponsable, ça n'a pas de sens. Oui, mais non, mais attends, oui, il est responsable. Mais le problème, c'est que c'est ce comportement qui est à la base de l'identité collective. Ah, oui, voilà. Pourquoi? Oui, parce que chez nous, et c'est valable aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine culturel, l'individu est plus fort que le groupe. Voilà, et on parle d'intérêt collectif. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas d'intérêt collectif à partir du moment où l'individu, du simple fait de sa suffisance, pour ne pas dire de son autosuffisance, peut imposer ou poser n'importe quoi. Eh ben, c'est pas, oui, mais je veux dire, ce discours est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi que à partir du moment où on met en avant l'intérêt général, ben, tu es obligé de tuer tous les mouvements. Ça veut dire, c'est ça qui... attention, moi je dis... de dialogue, de trouver la marche, l'intérêt général, Parce que c'est ça. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est un discours dangereux. Non. Dans une perspective binaire, effectivement, l'intérêt général tue toutes les émergences individuelles, ou les atomes. Mais non, on n'est pas... Non, soyons clairs, évidemment, non. Mais on n'est pas là-dedans. L'intérêt général, c'est le but d'un dialogue, d'un débat public. Et le but de ce dialogue-là, c'est de faire dégager un consensus. Or, dans le même schéma dont on parle là, c'est pas le consensus qui domine, c'est la connivence. C'est nous-mêmes. Voilà. Et c'est là tout le problème. Et l'individu qui peut faire n'importe quoi. On est à 15 au point de décision. On n'est pas sorti de la salle de réunion qu'un seul individu. Dehors, casse tout. C'est ça. Oui, il et un chantal. Je comprends le propos, Harry, je comprends le propos, mais je dis, il faut nuancer. Parce qu'on a mené parfois des combats qui pouvaient bloquer l'intérêt général. Quand des avocats font grève, ça bloque l'intérêt général puisque les gens ne peuvent pas avoir accès à la justice, ils ne peuvent pas aller à leur procès, mais on se bat pour quelque chose d'important. Donc, je veux dire, et d'ailleurs, c'est l'argument de tous les gens qui sont contre les grèves de dire, vous portez atteinte à l'intérêt général. Mais il y a beaucoup de droits qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de blocage. Je comprends ce que tu dis. Et c'est là où je considère. C'est là où on fait appel à l'intelligence. Parce que, écoute. Mais tu sais bien que je suis une femme. Mais non, donc je n'ai pas beaucoup d'intelligence. Je parle d'intelligence collective. Parce que, regarde, je parle bien de l'intelligence collective. Pourquoi? Parce que, regarde une chose. Il est clair, tout le monde sait qu'on ne peut pas comparer le système français du système allemand. On ne peut pas le comparer. Non, nous sommes Ce sont deux pays, dans certains niveaux, c'est pas un petit pays, deux pays de taille et de démocratie, etc. On ne peut pas les comparer. Bon, mais pourquoi? Parce que finalement, justement, tout le drame, il est là. Les Allemands, quand il faut lancer les opérations, ils les lancent aussi, hein. Mais la différence fondamentale, c'est qu'ils ont compris depuis fort longtemps que le pouvoir économique, ce n'est pas un patron, ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les représentants c'est pas les syndicats, c'est un ensemble. Et c'est tout. Une fois qu'on a compris ça, et bien à partir de ce moment-là, on sait à ce moment-là où on peut s'arrêter, mais on sait aussi négocier jusqu'où on peut. Pour négocier, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que le problème, on regarde bien comment on fonctionne. On n'anticipe rien. On est tout le temps. Mais si on contrôle. Tu sais, il y a un truc quand même extraordinaire. À un moment, je me suis trouvé à créer une structure, une entreprise. J'embauchais que des gens de la Grande Terre, Monalo, machin, etc.
Parce qu'il y avait trop de barrages avec l'histoire de transport en commun, les ceci, ça. Quand j'ai fait une analyse, je me suis dit, mais c'est pas la peine, ou j'arrête de faire de l'entreprise, ou alors il faut que je m'organise autrement. Alors à ce moment-là, tu fais des entreprises dans un coin fermé. Alors, il faut arrêter. Non, c'est l'objet, ça sera l'objet d'un autre débat. Ça sera l'objet d'un autre débat, fort intéressant d'ailleurs. Il y a une autre notion aussi qu'il faut avancer. Tu vois, il y a les débats. Non, mais vas-y. Non, mais dans que les choses soient dites, la parole est prise. Non, mais c'est fort. Il faut prendre la parole ici. Non, mais on va te former. Non, mais c'est fort intéressant les échanges parce qu'on ne sait pas souvent que je suis en contact avec les personnalités de la société civile et c'est fort intéressant d'écouter parce que je me suis rendu compte que tu avais une vision très très noire sur la manière d'accéder au pouvoir. Une pratique d'ailleurs que je n'ai jamais. Ça me permet de lancer le terme que je voulais envoyer, c'est la notion d'efficacité. Il y a quelque chose de très très important, c'est d'être efficace. Et donc dans cette manière d'accéder au pouvoir, si tu veux le pouvoir, il faut savoir dans quel contexte tu te situes, dans quel jeu social tu te situes, et ce que tu veux. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Ne viens pas me dire que tu veux le pouvoir, c'est pour jouer à petite main. Oui, donc à partir de là, la notion d'efficacité, donc de résultat final et donc de bilan, se pose aussi bien en pratique politique que ça se pose pour l'entreprise. Thierry Abelli, ensuite Albert Dorvi. Pour rejoindre ce que tu viens de dire, il y a un vieil adage qui dit le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et donc, pour pouvoir le prendre, il faut être déterminé et se donner les moyens. Maintenant, les moyens peuvent ne pas être ce que tu as évoqué tout à l'heure, payer des voix, etc. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Moi, j'ai été confronté par rapport à des habitudes passées d'électeurs qui venaient me voir en me disant « Bon, moi, voter bas ». À ce moment-là, tu expliques gentiment à la personne, écoute, voilà ce que je propose pour le territoire. Si tu estimes que je suis le bon candidat tu votes pour moi. Si tu estimes que je ne suis pas le bon candidat, la prochaine fois, tu verras si effectivement j'étais le bon. Est-ce que dire ça passe? Est-ce que quelqu'un qui est dans l'attente, là, par contre, à qui on dit cela, va se dire oh oui, là par contre, je suis catégorique là-dessus et Evita a dit quelque chose qui est relativement important. Je ne cesse de dire que je suis un engagé. Je suis vraiment engagé sincère. J'essaie d'être honnête intellectuellement dans ce que je fais. J'aime ce que je fais, mais je n'ai aucun état d'âme. Le jour où la population de Bouillette me dira « Béni, rentre chez toi », je rentrerai chez moi. Mais j'aimerais pouvoir partir la tête haute et la conscience tranquille. Quand vous rentrez dans des systèmes mafieux, si je peux employer ce terme-là, vous achetez de l'électorat, tout se sait. Donc forcément, quand vous avez en plus sur un territoire où vous avez des gens qui sont en difficulté sociale, et c'est compréhensible que les gens vont apprendre « Ah mais oui, il y a Béli Cabot, l'argent, vous pouvez voter », il y a que venir voir. Et donc, à un moment donné, tu ne pourras plus suivre, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, à une certaine époque, c'était des pratiques qui se faisaient, on avait les moyens, puisque, semble-t-il, des entreprises finançaient. Chose qui est relativement difficile de nos jours. Donc, il faut rester raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre la souffrance sociale des gens et y apporter une réponse. Mais en tout cas, ça ne doit pas être corrélé entre je fais quelque chose pour toi pour payer directement au vote. Alors, aujourd'hui, voilà. Albert Dorvi, oui. Alors, je pense que pour revenir à ce qu'on disait dès le départ, là, souvent, il faut quand même nuancer, pas tout le monde. Quand ils sont élus, quel il enfin, soit un maire, enfin un élu, un responsable politique. Je suis convaincu, la grande majorité se donne les moyens, non seulement pour bénéficier de certaines indemnités, ce qui est normal, c'est le système d'avantage, de passe droit, d'intérêt, mais aussi commencer à travailler pour la carrière, la future élection. Comment? Justement, caresser, flatter mon petit bassin scénario, faire des démagogie, assurer carrière, qui est pour mettre. Maintenant, il n'y a pas tellement de moyens pour donner peut-être, mais des promesses, des mensonges pleuvent. Je vis ça en permanence tout le temps. Qui peut mentir, qui souvent ces politiciens-là. Pendant qu'il y aura dit qu'il n'avait pas menti, il y aura menti pour toute une population. Et moi, je crois que pour un politique devrait servir l'exemple, comme papa et maman devraient servir l'exemple pour ses enfants. Albert Dorvi, vous n'avez jamais menti à la population? On n'a pas même menti pour madame maman, jamais. Oui. À part sinon. Si on fait un cas, on va dire madame, on fait un cas, c'est tout.
J'ai péché. T'as menti là-bas, bien moi. Non, c'est sérieux. Non, c'est pas. Madame, racontez-moi là, tout le monde racontez-moi. Bah, je bien moi. Tu lui as dit que tu venais ici. Mais oui, je viens de l'appeler là, juste avant d'arriver là. En plus. Menti, couillonné, non, je préfère encore dire la vérité, même si c'est difficile à entendre, mais expliquer pourquoi c'est ça d'après moi, bon bah. Non, mais je crois que dans ce que dit Albert, il y a quand même deux dimensions très importantes, même si on rigole un peu. Il y a la notion de système, quand tu rentres dans un système, et la dimension humaine. Alors, dans la dimension de système, bon, on va pas faire un peu de théorie, mais la première finalité d'un système, c'est d'assurer sa propre pérennité. Donc, l'individu qui va rentrer dans l'élu, il est comme vous et moi, mais en même temps, c'est un élu. Donc, il va essayer de chercher, effectivement, tout ce qui va lui servir. Mais logiquement, humainement, tout ce qui va lui servir à optimiser ses gains. Donc, effectivement, il va courir après des rubans, il va courir après des cimetières, après des ceci, après des cela, pour faire des inaugurations et tout ce que vous voulez, et s'assurer une rente de situation. C'est logique, professionnellement, c'est vrai. Il va avoir tendance, ou alors il a vraiment une charistie, comme diraient les anciens, qui est extraordinaire. Il est dans l'abnégation, mais il aura tendance à rester là-dedans pour s'assurer des rentes liées à son niveau, à sa classe, à son système. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, qui est la plus délicate, celle qui m'a le plus thermolisé en Guadeloupe, c'est qu'il y a des gens bien qui sont arrivés, qui arrivent malgré toutes les vicissitudes, qui arrivent au pouvoir. On les voit, ils arrivent bien, ils ont des grandes idées, ils ont des bonnes idées. Bon, c'est leur entourage. Qu'est-ce qu'ils se donnent comme entourage et quels moyens ils se donnent pour rester dans leur droiture. Alors, c'est vrai, hein, ça existe, il ne faut pas exagérer, il y en a qui tiennent, mais la majorité d'entre eux, on voit comment le système, avec une puissance corrosive extraordinaire, je confirme. Les broie, les mange, les métabolise, les digère, et fait que des gens qui sont brillants, on ne donne pas de nom parce que tout le monde voit les noms, ça s'accuse dans mes yeux, des gens qui sont brillants, des gens qui sont porteurs d'un discours, porteurs d'une ambition collective, porteurs de quelque chose, on voit comment ils disparaissent très rapidement. Mais des gens peut-être qui sont faibles et qui ne peuvent pas résister à la tentation. Oui, mais ça c'est humain. Sauf s'ils sont tenus par un groupe, mais une fois qu'ils sont tenus par un groupe, le groupe c'est un groupe de pouvoir. Donc ils vont rentrer dans un système de pérennisation du pouvoir. On le voit, on les connaît les tractations qu'il y a déjà maintenant sur la place en Guadeloupe par rapport aux futures élections. Lesquelles Attends. Lesquelles Non. Que les choses soient dites. Ah oui, pareil. Lesquelles Elles sont sous-marines. Alors, comme j'ai pas mon tuba, je ne peux pas vous le dire. Mais elles sont intestines. Non. Quelques exemples. Il y a des grosses. Les grandes manœuvres ont déjà commencé. Monsieur Débat, oui, toujours. C'est clair. Donc c'est de l'argent qui circule, c'est ça? Alors c'est des luttes d'influence. Alors c'est quoi? C'est tout ce qui est occulte, en un mot. Hein. Oui. C'est des luttes d'influence, c'est des luttes de pouvoir, c'est des circuits d'influence, c'est des circuits de pouvoir, c'est des circuits d'aspiration, d'inspiration avant d'être des tuyaux d'argent. Les tuyauteries d'argent, c'est pas un problème, ça circule partout. Ça peut être un marché, une prévision de route, enfin on fait plus de route en Guadeloupe, une prévision de ceci, de grands travaux, des choses comme ça. Mais c'est classique, tous les partis politiques le font. Sarkozy va se faire déclarer une guerre avec Kadhafi pour ne pas rembourser les dettes qu'il avait ou des trucs. Donc c'est d'une banalité extrême. Ne jouons Mais pas où nos élus prennent-ils cet argent? Puisqu'on dit que la Guadeloupe est en difficulté, il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup d'attentes de la part de cette population, il y a de la pauvreté qui fait son chemin. Où est-ce que ces élus prennent de l'argent? Mais il y a aussi du business et l'argent, ça circule. L'argent circule. Les marchés publics, il faut le dire, c'est la réalité, les marchés publics. Ben bien sûr, les grands travaux. Mais c'est pas toujours l'argent bureaux pour d'études. l'argent. Hein. Ça peut être des promesses d'embauche, des promesses de contrat. Est-ce que ça fonctionne encore? Mais si, mais la population, beaucoup de gens sont très sensibles à ça. Je vous ai dit au départ, pour moi, là, les élus, c'est là de gérer sa carrière au détriment de l'intérêt général. Et la population, c'est là de prendre des petits faveurs au détriment de l'intérêt général. Alors ça, on va quoi dans ça à 100%, on va vivre ça tout le temps. Mais tout le monde vit ça. Mais il faut changer ça, justement. On ne peut pas continuer comme ça, parce que finalement, on les doit dans le mur déjà là.
Thierry Abelli, c'est un maire à part. Non, sûrement, entendre ces propos-là, oui, mais encore faut pas garder veiller dans les fêtes. C'est comme ça y est. Voilà, maintenant, nous marquons une pause et puis nous reviendrons avec vous pour la dernière partie de cette émission où nous aurons à récupérer des appels de téléspectateurs. Donc, ça sera à vous de répondre aux questions qui seront posées. À tout de suite. Voilà, nous revenons au sein de notre émission et avec vos appels au numéro qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Alors, si on peut retenir quelque chose ce soir, puisque vous aurez à répondre aussi à la question de manière très simple en fin d'émission, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui globalement que les élus n'ont pas de conviction, mais des postures pour être réélus ou élus? Silence sur ce plateau. Non, je ne pense pas que... Si, il faut avoir des convictions, sinon vous ne pouvez pas... durer. Voilà, je veux dire, si vous changez de position chaque fois que le vent tourne, vous n'irez pas très loin. C'est sûr que parfois, il faut que vos convictions, vous les atténuez par rapport à l'opinion publique, parce que parfois, on n'est pas encore prêt à entendre certaines choses, on n'est pas encore prêt à aller dans certaines directions. Donc il faut accompagner, j'allais dire, faire de la pédagogie, accompagner, expliquer, et donc ça peut amener à dire, bon, ok, bon, on va dire ça autrement. Il faut garder les convictions et ne pas non plus dire, ben, écoutez, je vais contourner, je vais mentir. Une fois que je serai là, je vais dire, ben, c'est ce que je voulais dès le départ. Nous partons du côté du téléphone avec un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Allez-y. Oui, bonsoir madame. Allez, oui, bonsoir. J'appelle Isabelle. Oui. Je trouve que c'est un débat qui est très intéressant. Mais je m'adresse spécialement à M. Harry. Quand il a parlé de blocage, il ne comprend pas le sens du blocage. Si c'est ça, on bien comprendre. Mais en tant que M. Harry, ils sont patrons. Nous travaillons à l'hôpital, dans tout établissement. Et pour les gens qui finissent, pour le moment, nous Français, il y a des lois qui existent. Et vous avez un problème, et les patrons là, et les chefs là, pour appliquer la loi là, exactement. Quand il écrit en livre, on va prendre loi là. C'est ça le problème-là. Jour-là, c'est nous, en tant que Guadeloupéens, qui comprenons que nous agissons à l'intérêt général. La loi là, c'est comme ça pour appliquer, ou pas avoir les moyens pour appliquer, pour ouvrir là, parce que c'est comme ça, vous visez mes aïeux. Ouvrir, pour comprendre qu'il y a un monde qui travaille, il est capable de telle casa que une famille est pour nous, on joue les éléments de médecins à faire grève. Soyons sérieux, on pas de travail. Depuis qu'on joue des grèves, là, on va dire l'argent où j'ai il faut nourrir famille. C'est que si tu as un problème, vraiment, si tu as un traitement, si tu as compte de ça, nous pratiquons en la rue là. On se concentre avec ça. Blocage, ni blocage parce qu'au départ, nous avons quelqu'un qui part respecter. Et c'est comme ça qu'on peut faire entre nous. Parce que tout le monde qui a fait grève, en travail, pour le moment en retraite, quand on fait grève, on commande par patron là, mais tel et tel problème, des conditions de travail ne sont pas réunies. Plusieurs fois, ils ne peuvent pas attendre. Donc si c'est comme ça, on peut arriver à faire grève, et au patron là, parce qu'on va pas dire tout le monde qui est content, qui a fait grève, qui a fait grève, qui est content qu'il y ait en la rue là. On y famille, on va aller sur quoi on passe à vie, si on a pour faire appliquer une loi qui existe. Merci madame. Merci madame. Alors, Harry, en cela, vous répondez à la question, oui, mais j'aurais aimé qu'on puisse quand même recentrer sur cette question. Les élus peuvent-ils encore faire confiance à leur électorat? Ah oui, mais je rapidement. tiens à répondre à cette question parce qu'effectivement, on est dans le vif d'un élément central du problème en Guadeloupe. Tu vois ce qu'elle dit, la dame? Mais elle a raison sur un point. Quand dans une entreprise, ça ne marche pas, le patron ne respecte pas les règles, etc., ben, il faut les faire respecter. Mais ce que je voudrais qu'elle m'explique, c'est pourquoi elle a un conflit dans son entreprise
Et de ce fait, elle doit bloquer toute l'économie de la Guadeloupe. C'est là où j'ai un problème, parce que si nous faisons le calcul, parce qu'on est dans un pays, il faut raisonner gestion aussi, hein, un pays, qu'on le veuille ou non, doit produire et doit créer de la richesse pour distribuer à sa population. Si en permanence, si vous regardez le nombre d'heures de travail et d'organisations perdues, ne serait-ce que tout ce que vont perdre en naissance dans des embouteillages inutiles, etc. Mais le coût de ça est énorme de façon collective. Il n'est pas question de se laisser faire ou de se laisser écraser. Et je dirais une deuxième chose, on bloque un pays quand on est sur un débat de fond du pays. Parce que moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas bloquer un pays, hein. On peut bloquer un pays. Mais là, nous sommes dans un débat de fond d'organisation du pays. Mais pas pour... Alors, monsieur, si alors j'ai un bureau, j'ai 5 personnes ou 10 personnes, on n'est pas content, on bloque la Guadeloupe. Ça n'a pas de sens. Et c'est là où je ne pourrais jamais admettre ça. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réaliste. C'est tout ce que je dis. Merci, Harry. En cela, nous récupérons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui. Oui, bonjour, Canal 10, bonjour à la mairie. Bonsoir. C'est une nouvelle Maurice. Justement, il y a une autre même ce soir. Après, je revois une émission, ça m'a revenu 35 ans en arrière. Je veux dire à M. Adélie, et M. de Bouillon, est-ce qu'on a une histoire de Guillaume? Quand il y a une fois député Guillaume. européen qui a été élu. Et le conseil là, je m'étais témoigné, il y avait beaucoup d'argent musculaire à ce moment-là. Bien sûr. Guillaume. Quand même, en politique, il y a des dissimulés. Celui qui vous parle, il peut se nourrir, et il se caresse deux fois, et il se nourrit tous les grands hommes politiques en Guadeloupe. Je connais, il y a eu ça à fac, pour faire une démonstration, faire de la politique, ça a eu beaucoup d'argent. Merci. Merci, monsieur. Là-dessus, j'ai pas dit, en aucun moment je n'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent qui circulait. Au contraire, depuis 1995, je gravite autour de grands hommes politiques. Et donc j'ai vu un certain nombre de choses. Voilà, les grands comptes, j'allais dire. Donc c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que moi, ce sont des méthodes que je n'applique pas. Depuis, en tout cas, moi, en 2014, je suis devenu maire, mais je ne suis pas en train de dire que ça n'a jamais existé en Guadeloupe. Et que ça ne continue pas d'exister pour certaines personnes. Parce que finalement, c'est pas indifférent. Le débat, je reviens sur la dit pourquoi? Parce que c'est politique aussi. Parce que finalement, non, mais c'est politique on a niveau des acteurs. Parce que le problème là, quand la dame soulève ce problème-là, c'est que finalement, on tourne dans des situations où on tombe en face de problème, il n'y a personne qui porte une réponse. Si là aussi, les dirigeants politiques guadeloupéens, quand il y a de conflits importants, c'est vrai qu'il y a les tribunaux, il y a le prud'homme, il y a ceci, il y a cela, mais il y a des moments où il y a de l'urgence. Les gens souffrent, ils n'ont pas de revenus, on bloque, etc. Et quand on commence à être à 20-30 jours de grève sur une situation, on pense qu'on a raison, il y a un problème. Si on a raison et ça bloque, parce que des fois, effectivement, on joue à l'usure. On se dit, ils vont crever, ils vont finir par abandonner. Ça, à ce moment-là. Mais les responsables politiques doivent s'investir dans le débat, doivent empêcher ce genre de comportement voyou. Quand un patron est voyou, il faut qu'on se mobilise. Il ne faut pas que les gens soient obligés d'aller dans la rue, bloquent tout le pays. Les responsables, on est des gens qui sont censés porter des solutions. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui. Bien, nous récupérons cet appel tout à l'heure, mais jusqu'où, selon vous, doit-on aller pour se constituer un électorat? Jusqu'où doit-on aller pour se constituer un électorat? Alors, ça part de stratégies qui sont liées à l'oralité. Le débat, la discussion, un français grammatical. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'avait dit ça. Une capano français grammatical. Et donc, quelque chose qui est de l'ordre de la séduction fondamentalement verbale. Il y a des discours, il y a eu un temps, ça existe toujours. Il y a des tribuns en Guadeloupe. Il y a des gens, il faut aller les écouter parler. Parce que c'est en gros et en détail, il y a le verbe, il y a la forme, il y a la syntaxe, il y a tout. Donc ça part de ça. Et là, hélas, il y a une prise de tête, il y a une captation psychologique, psycho-émotionnelle qui se fait à ce niveau-là, et il y a quelque chose qui se dégage. Bon, ok, ça crée une espèce de bulle. Maintenant, ensuite, une fois que c'est là,
Alors normalement, je crois que la base programmatique disparaît de plus en plus. Maintenant, les élections sont avec des gens qui se présentent sans aucun programme. Bon, en principe, le programme donnait corps à c'est pour ça que quand vous parlez de conviction, d'élocution et tout, le programme donnait corps à cela. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ce qui existe après, ce sont c'est la séduction. Alors, c'est la séduction, mais c'est des relations copain-coquin. Ça veut dire, c'est comment on va tisser, tricoter l'architecture sociale pour qu'elle puisse devenir une force de vote. Je n'ai pas dit de vente, hein. D'abord de vote. Et ça, c'est un travail qui se fait en bas-fait. Il y a des hommes, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Alors, il fut un temps, moi je me rappelle certaines élections qu'on avait suivies, mais c'est vrai, ça fait longtemps. On mettait une bouteille de rhum dans certains tripots et les gens disaient, ces bouteilles à moi est-elle? Et c'était à la ronde. Je me rappelle un bar à Étendois, à Capesterre, dans les hauteurs de Gare, où il y avait une bouteille de rhum qui était chez un tenancier, disons, et qui était la bouteille de Madame Intel et qui servait tout le monde. Et sous-entendu, il y avait des grands électeurs. Il y avait un gars qui était chargé de récolter les voix de tout le voisinage à travers du rhum, des trucs comme ça. Bon, ça fait il y a 20-30 ans. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, il y a des opérations. C'est à cause de banquiers, c'est à cause de... 6 mois avant les élections, on va commencer à faire des banquiers, on va commencer à faire des trucs comme ça pour ramasser des voix. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Yves. Bonsoir, ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle au niveau de... Les politiques peuvent-ils faire confiance à l'électorat, c'est pas? Oui. Bon, moi je dis que depuis j'ai 53 ans et depuis je m'intéresse à la politique, ça fait plus de 30 ans, j'ai jamais vu rien de bon se réaliser en Guadeloupe. Plus on y va, plus les choses deviennent difficiles, plus nos jeunes sont expatriés à l'Hexagone, moins il y a du boulot, et plus on a les hommes politiques en face avec nous, moi je trouve pas qu'il y ait du changement. Normalement, on est en 2020, on aurait dû avoir quelque chose de plus sérieux en Guadeloupe, je trouve. Parce que nos jeunes partent, nos jeunes ne reviennent pas, et on a des politiques, qu'est-ce qu'ils font? Il y a toujours du tapage quand on est au niveau quand il y a des élections, les gens ils parlent, on va faire. Mais nos jeunes, moi-même j'ai des enfants qui sont partis, je ne pense pas qu'ils vont retourner, parce qu'ils vont faire quoi? Ils ont un bac plus, ils ont un licence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler à Carrefour pour 1 200 € par mois. Et ils vont faire des études, bac plus 5, bac plus 6, ils vont se mettre toucher 1 200 € en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 200 € en Guadeloupe? Un enfant qui a fait bac plus 5, bac plus 6. Et le début, il parle, on va faire. Mais pour moi, je suis la politique il y a plus de 30 ans, je ne vois aucune évolution dans ce pays. Ils viennent là, mais le seul personne que je rejoins, je ne connais pas toutes les personnes, mais je vois monsieur qui est en France, qui est là, Lucien Nathan. Lucien Nathan, les gens ne connaissent pas s'ils ont des entreprises, mais le seul monsieur là, je vois avec l'avocat Evita, oui, c'est là. Oui, Evita. C'est des battants, mais les hommes vont politiques, ils viennent pour leur poche. Pour moi, ils font rien pour la société. Pour moi, ils font rien, sauf pour leur poche. Ils s'en foutent de leur durée. Et moi, j'étais jeune, mais j'ai vécu là-bas pendant assez longtemps. J'ai appris quelque chose de le mettre. J'ai l'espoir en Guadeloupe, mais c'est difficile. C'est deux jours pour nos jeunes qui arrivent. Moi, je touche ces 2 jours. Et les hommes politiques, ils font rien pour ça. Et nos jeunes, on dit qu'ils ne parlent pas, mais vous allez nous faire quoi? Avec un bac plus 7, bac plus 6, vous allez nous toucher en fond, et ils ont travaillé toute leur vie. 5 ans de ma vie, Alors, vous voyez, 5 ans de ma vie, j'ai investi pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont faire quoi? Vous allez nous toucher quoi? Et les hommes politiques, ils parlent, on change. Il y a celui-là qui change, il y a un nouveau président région, un nouveau président conseil régional, un nouveau maire. Pour moi, il
deux personnes sérieuses sur le plateau là, je dis merci à tous messieurs-là. Ils ont fait quelque chose pour la même. Une femme, le reste, je ne connais pas le statut, mais je vois deux messieurs là, celui qui a les cheveux blancs là, les cheveux bleus là. Et puis on a aussi un psychologue sur le plateau, monsieur. Il y a un psychologue aussi. Bien sûr. Voilà, il y a un psychologue, il est mouillé les maillots. C'est du pipeau là, du pipeau ainsi que tous les autres. Les gens qu'on connaît, je ne vais pas nommer de nom, mais ils sont là. Ils sont venus, ils font venir tous les jeunes. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Alors voilà, les élus peuvent-ils encore faire confiance à leur électorat? Alors lorsque vous entendez, vous, messieurs élus, de tels propos, qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'élu? Moi, je ne me sens pas concerné. Ouais. Je me suis toujours montré très désintéressé. Après, m'a dit pour mon 5 centimes pour moi faire campagne, pourtant, ça va aux gens. Je m'investis, je laisse partir ma famille, mon cabinet médical, en JAPED, dans CAPED, les gens sont partis, à lever le matin, au 3h du matin, à marcher, à courir, à un cabinet, la vie continue. Je fais ça uniquement par conviction profonde. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Allez-y, madame. D'accord, bonsoir à tous. Merci pour ce débat avec un sujet très très intéressant. Ça fait plaisir en tant que téléspectateur de voir des thèmes qui sont abordés avec des intervenants en plus qui ont des idées différentes et très très intéressantes. Voilà, je rebondis sur l'intervention du monsieur qui est à côté de monsieur Abelli, je crois, qui a dit oui, pour appâter l'électorat, il y a une forme de séduction, une joute verbale, enfin un vocabulaire grammatical français à Pas que français. Et ça m'a soulevé la réflexion suivante, c'est que quand même l'électorat il évolue comme la Guadeloupe évolue, comme la société évolue également. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui passent à côté de quelque chose, c'est-à-dire de l'évolution de leur société, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus sensibles à ça. Un peu comme le monsieur à l'extrême droite en rouge qui dit non, j'ai jamais eu ces pratiques-là, voilà, et jamais je l'ai eu et ça m'intéresse pas. Mais il y a beaucoup de gens qui sont derrière l'écran et qui se disent bah oui, on est choqués de ces pratiques-là. Donc la question qui se pose là également, c'est que quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose en disant, mais plusieurs personnes l'ont dit, c'est-à-dire, oui, il y a des gens qui sont en souffrance et on a besoin d'argent. Les gens ont besoin d'argent. Et je suis un peu choquée parce qu'on est en train de mélanger donc l'élection d'un homme politique qui doit régir sa commune, sa ville, etc., avec la situation d'une partie de la population qui serait en pauvreté. D'accord? Et là, je me dis, c'est assez bizarre parce qu'on développe une commune dans l'intérêt général. Et on va créer des entreprises, on va créer des besoins, on va créer des emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi relier toujours l'état de la population à l'élection? Le maire n'est pas fait pour ça. Il est quand même fait pour penser sa ville à moyen, et s'il est très bon à long terme, à moyen et long terme, et pas à court terme. Et la question de la situation sociale des gens, c'est une question aussi qui se pose au niveau de la Guadeloupe en entier, et pas que d'une seule commune. Vous voyez? Donc ça serait intéressant qu'au niveau de la politique, on se pose cette question au niveau du département, à savoir pourquoi on est une partie de la population qui est dans une certaine situation. Le maire, il n'est pas pourvoyeur d'argent comme ça. Il ne va pas distribuer l'argent, on n'a plus d'argent, on est dans des périodes où tout est plus resserré, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc ça veut dire que ça serait bien que demain,
Guadeloupe en termes d'emploi, avec une question que je me pose, que j'entends très peu, c'est qu'on a des métiers manuels où on a un très fort déficit, où vous allez trouver de vieux artisans qui ont de l'expertise, qui travaillent très très bien, qui vont vous dire « mais je n'arrive pas à trouver un jeune, je n'arrive pas, etc. etc. » Donc, pourquoi on n'a pas ces états généraux sur une question bien précise, c'est sur nos besoins, nos manques, et puis former la jeunesse en face. Mais en même temps, il ne faut pas mentir à la jeunesse, il ne faut pas leur dire que tout est facile, il ne faut pas leur dire qu'ils vont avoir des aides. Il faut qu'on réintroduise peut-être aussi la valeur moralité dans la politique, et puis aussi la valeur travail. La valeur travail, on n'est pas tous amenés à travailler dans un bureau avec de la climatisation, non. Il y a des métiers manuels, la Guadeloupe manque de métiers manuels. Vous avez un problème chez vous avec le plombier, ça va être difficile. Vous allez construire votre maison, on va vous dire, mais vous êtes obligé de refaire votre maison parce que l'artisan qui est venu chez vous, non seulement vous a arnaqué, mais en plus ça fait un travail de cochon. Merci, madame. Ça, en termes d'observation, mais merci pour votre débat de qualité. Merci à tous. Merci, madame. Ce que je voudrais répondre Albert Dorville. en partie à la dame là, c'est quand elle dit au niveau travaux, il y a du travail manuel et tout, effectivement, hein, la population de la Guadeloupe, en grande majorité, pense toujours que le maire peut tout faire. Non, on peut prendre des initiatives personnelles, on peut entreprendre. Ah, il y a entrepris, moi j'ai entrepris, il y a entrepris, tout le monde a entrepris, on peut créer de la richesse. Oui, mais c'est bien de dire que la population croit que le maire peut tout faire, mais justement, on retourne encore au nœud peut-être du problème. Est-ce que les élus, jadis, n'ont pas justement tellement promis à cette population qu'elle était en droit de penser que le maire peut tout faire? Oui, mais maintenant, il faut donc changer. aujourd'hui, le discours change, Ouais, mais la population aussi a été peut-être menée en bateau. C'est une nouvelle Guadeloupe, maintenant, on peut pas continuer comme ça. L'environnement change plus vite que le discours et plus vite que le rapport des gens aux politiques. C'est vrai que quand on regarde quelqu'un, la population, mais je ne vais pas dire ça d'un point de vue péjoratif, hein, quand il regarde son maire, il crée les prérequis pour que le maire s'imagine en situation de toute puissance. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il est tellement demandeur, tellement quémandeur, et peut-être que le maire a envie de répondre, tout simplement. Mais la pression est telle que la situation affective qui se met en place, la situation de contagion ou l'identification même de la souffrance, des ruptures, de la difficulté de la population, fait que le maire peut apparaître comme l'individu qui a un bateau magique, une fée carabosse, etc. Donc, s'il n'est pas fort, le maire, et on revient un petit peu à ça avec M. Abelli, il le disait bien, le maire peut être tenté à vouloir répondre à tout. Mais c'est là qu'on a une grande faillite au niveau de l'individu. Donc tu parles de l'individu, mais au niveau de la Guadeloupe. Une politique se fait par rapport à un territoire. Le territoire de la Guadeloupe, on le connaît. C'est un territoire qui est prédéterminé, qui est fini et dont on connaît les capacités. Alors quand la dame disait qu'il faut faire des états généraux, ça a été fait 1000 fois, les états généraux. Mais je ne sais pas par qui ça a été fait, mais la réalité de la situation, de la demande d'emploi, des offres d'emploi, des réalités du territoire et de la gestion de nos leaders par rapport au territoire guadeloupéen, ça ne leur appartient pas. Autre appel, bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, pardon, bonsoir. Oui, donc je dis bonsoir aussi à tous vos invités. Bonsoir. J'écoute votre émission et effectivement, vous parlez donc des électeurs, des élus et d'intérêt général. Mais moi je pense que le problème principal, avant de pouvoir parler d'intérêt général, c'est d'abolir les privilèges. Pour l'instant, en Guadeloupe, l'intérêt général n'a jamais été un critère, une marque de fabrique de la Guadeloupe. Depuis 1835, l'intérêt n'a été que des intérêts particuliers.
pour une classe particulière soutenue par un État. Voilà. Donc, c'est bien de parler d'élus, d'électeurs d'intérêt général, mais tant que les privilèges dont je parle ne seront pas abolis, on ne pourra pas parler d'intérêt général. L'État même ne soutient pas l'intérêt général. On sait que la classe dominante économiquement bénéficie de privilèges au niveau de certains monopoles qui sont interdits par l'Europe, par la France même, et que la France tolère. Il n'y a pas d'intérêt général. Merci. Merci. Il ne faut pas tourner rond, il ne faut pas chercher à culpabiliser les électeurs. C'est pas vrai. Les électeurs, ils savent bien quel système ils sont, ils savent bien que c'est l'intérêt particulier qui prédomine. Donc chacun défend son intérêt particulier. L'intérêt particulier qui est un système instauré par l'État et qui profite à une caste dominante. Merci, monsieur. On ne pourra pas parler d'intérêt général, on ne pourra pas parler de politique seulement. Voilà. Merci, monsieur, pour cette intervention. Alors, abolir les privilèges, il n'y a pas d'intérêt général. Non, mais c'est clair que le pouvoir va au pouvoir spectateur. Et que dans les castes attachés au pouvoir objectif, qu'ils soient financiers, qu'ils soient économiques, qu'ils soient institutionnels, on peut faire des photographies ici, on voit très bien. Hein. Il y a une concentration et une auto-reproduction de ces classes. Bon, ça on le connaît depuis longtemps en sociologie. La reproduction des classes ou des castes de pouvoir, c'est vrai. Bon, là, on parlait un petit peu, on était peut-être à un autre niveau que l'analyse macro-politique, mais c'est vrai qu'il y a des situations, des rentes de situation ici qui sont tout simplement scandaleuses. Oui. Moi, je trouve que justement, je pense que cette intervention est remarquable parce que subitement, là, nous sommes là en train de discuter de ce qu'on pourrait faire, nous élus, ou enfin les élus, nous société civile, et on nous rappelle la réalité en fait. Et je pense que cette intervention est vraiment très importante dans ce débat, la réalité. C'est-à-dire que, bon, c'est là, faites des petites choses, mais il y a ceux qui ont le vrai pouvoir. Et le politique, par rapport à ce pouvoir-là, voilà encore une question, mais ça pourrait faire l'objet là de notre débat, mais ça c'est important aussi. Que fait le politique par rapport à ce pouvoir qui, lui, ne va pas pour le moment en politique, mais qui détient toutes les rênes? Voilà, une vraie question. Thierry Abelli et ensuite Albert Dorvy. C'est compliqué de répondre à ces questions-là. Parce que là, on est sur, j'allais dire, une organisation, une institution, j'allais dire, depuis la nuit des temps, et vous n'allez pas arriver à changer les choses du jour au lendemain. Après, je considère qu'à partir du moment où ce deuxième pouvoir, ou premier, ça dépend comment on se situe, arrive à satisfaire les objectifs d'intérêt général que l'on se fixe, je dis que c'est déjà un bon compromis. Albert Dorvy. Je dirais que le politique a le pouvoir, a tous les pouvoirs. Certes, mais en fait, le vrai pouvoir qu'il a, qu'il le détient. Qui l'a? S'il est vraiment responsable, s'il est vraiment citoyen, s'il est électeur avec son bulletin de vote, mais c'est un pouvoir là. Mais si le pays s'est reconnu tout ça, mais qui me garde décidé quoi mettre là, quoi tirer là? C'est l'électeur avec son bulletin de vote, c'est ça, c'est pouvoir là. Donc, sinon, arrivons, mais si la population arrive à se conscientiser, à se responsabiliser, à se rendre de plus en plus citoyen, c'est lui qui a décidé qu'il nous a mis là, qu'il nous a tiré là. Je suis tout à fait dans cette logique-là, moi. Donc, il nous faut élever le niveau de conscience. Je ne sais pas si c'est d'accord, monsieur le psychologue, mais si nous avons des citoyens responsables, sous de leur coup, sachant très bien qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, l'ambition collective, quoi faire basculer, même ce type en témel, là, quoi faire basculer, non seul coup, hein, avec 6 mots sous papier, là, ça. Oui, mais Albert, je suis entièrement d'accord avec toi, si ce n'est quand même, il y a une réalité. Ça, c'est le discours. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer ça? Non, mais la réalité, d'accord, il faut essayer de changer au moins. Ça, c'est le monde idéal. On aimerait bien arriver à ça. Mais il y a une réalité sociale qui fait que pour conscientiser cette population-là, il faut qu'elle sorte de son état, son niveau social.
parce qu'il y a des besoins à satisfaire. Il faut bien envoyer les enfants à l'école tous les jours, il faut bien manger tous les jours, il faut payer ses factures, etc. etc. Donc forcément, la condition sociale considère, enfin, j'allais dire, est en corrélation avec le niveau de conscientisation. C'est-à-dire que tu peux être conscient de certaines choses, mais ta réalité économique te dit, ouais, mais bon, c'est bien gentil, mais il faut quand même que je trouve un compromis pour que moi, je puisse m'en sortir à titre personnel. Et donc, tu pars du collectif pour arriver à l'individu. Et c'est ça qui est la grande difficulté. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'élever le niveau social de nos populations. Il faut arriver, mais c'est difficile, on n'y arrivera pas tout de suite. Et donc, par conséquent, le discours que tu consistes à dire, ouais, quand nous serons tous conscientisés, on pourra, ça risque de prendre un certain temps. C'est sûr, mais celui qui a le rôle aussi de conscientisation, de responsabilisation et de rendre sa population plus citoyenne, c'est bien celui qui sert d'exemple, en l'occurrence le maire. Oui, je suis d'accord. Albert, on ne peut pas non plus faire l'économie de l'analyse de la on va dépasser de l'analyse de la démocratie et de la démocratie dans laquelle on est en Guadeloupe ou ailleurs. C'est cette fameuse démocratie représentative, mais qui est représentative de quoi? Est-ce que vous pensez que le but de la démocratie représentative, c'est de représenter le peuple? Qui a dit ça? Le produit de la démocratie représentative, à travers sa structuration même, les jeux de pouvoir de ça représente qui ou quoi? Alors, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Donc, nous allons faire un tour de table parce qu'il va bien falloir répondre à cette question. Et je débuterai avec Albert Dorville. Les élus peuvent-ils encore faire confiance à leur électorat? Je pense que les élus, jusqu'à maintenant, ont entretenu avec leur électorat une relation de dépendance. Des tifs avec des tifs, en plus supplément, tout le monde se retrouve. Et maintenant, il faut sortir de ces sentiers battus. Il faut mettre en place une nouvelle Guadeloupe plus responsable, plus citoyenne, plus travailleuse, plus honnête. Moi, je crois dans sa mort. Les élus peuvent-ils faire confiance à leur électorat? Alors finalement, non, juste, mais c'est eux qui créent cette situation-là, ça. En grande partie, pas tous. Mais est-ce qu'ils peuvent compter en l'électorat? Parce que, je vais donner un exemple. Les élus disent encore, oui, telle section, tel quartier, c'est déjà mon fief, c'est acté, donc j'irai peut-être faire campagne ailleurs. Est-ce que ça veut dire que l'électorat, il est figé, il est bien réel, il est là? Non, pas forcément. Parce qu'un autre candidat viendra là éventuellement pour mettre autre chose. Ouais, mentir plus. Moi, je vis ça en permanence. Donc, les mais il faut élus maintenant des gens honnêtes. Faire confiance à leur électorat. En l'état actuel où nous vivons là, non. Ça serait souhaitable. Mais en l'état actuel, non. En plus, on sort sa pâte à poule. En plus, le roche à lui, au roi basquille où c'est sans ravive. Il a tout le temps, tous les jours. Mais malheureusement, moi, ça rend moins malheureux. On sort sa pâte à poule? Moi non, mais malheureusement, ni des gens qui ont pris dans ça. Pas vrai? Ni des gens qui ont pris dans ça. Ni des gens qui ont pris même dans sauce là. Ils ont pris avec. Ni ceux qui ont pris dans promesse à sauce là. Ni des gens qui ont pris dans promesse à sauce là, ils disent. Bon, ça c'est un constat négatif. Mais ma volonté, c'est de voir comment tous les Guadeloupéens, nous tous ensemble, puis il va. Mais Dieu seul sait, nous avons un pays, un superbe archipel qui a beaucoup de potentialités, en or. Mais c'est nous-mêmes qui, en raciste moins, on véritable autogénocide. Nous avons détruit nous-mêmes. Et l'appel que je lance, c'est qu'on arrive à se réconcilier avec nous-mêmes et avec notre pays et avancer vers le demain bien meilleur. Peut-être que utopique, mais on toujours croire dans ça. Merci. Evita Choquet. Moi, je pense que le pouvoir politique vit cette dualité de la puissance et en même temps de la dépendance. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans le pouvoir politique. Alors, est-ce que peut faire confiance à son électorat? Je pense que actuellement les choses effectivement évoluent et qu'il est peut-être plus, comment dirais-je, versatile qu'il y a des années. Volatile, on va dire. Un électorat volatile. Volatile. Mais c'est pas ça qui est important. Un élu, justement, je considère qu'un élu a réussi, surtout le maire, quand justement il a pu former pendant un mandat ou deux assez de gens pour pouvoir justement lui porter la contradiction.
C'est ça, la réussite d'un homme, quand il veut du bien. Quand il veut du bien, parce qu'on parle beaucoup d'intérêt général et non pas, évidemment, il y a la réussite individuelle, mais c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui comptera dans l'histoire. C'est cette capacité qu'un élu a de dire voilà, j'arrive au pouvoir et moi je veux justement ouvrir les esprits de façon à ce que ce jeune-là qui me suivait, qui suivait presque bêtement mes pas, puisse un jour me dire je suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison. Là, il a réussi. Alors, l'histoire d'avoir un électorat, personne n'appartient à personne. Ça c'est sûr. Mais quand vous avez réussi ça, vous pouvez vous dire voilà, j'ai réussi. Et même si vous perdez l'élection, c'est pas très grave. Parce que l'histoire retiendra que vous avez fait ce pas qui est fondamental. Le reste, c'est de la réussite individuelle qui n'a aucun intérêt vraiment par rapport à ce dont ce pays a besoin. Merci. Harry Ancelade. Non, mais ça, on est vraiment. J'ai l'impression d'être. Vous savez, j'ai fait une carrière un petit peu mathématique et je suis devant une équation. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement d'inconnus qu'elle est presque on peut la résoudre seule. On a tout est chamboulé ici. Parce que je veux dire, nous parlons de. Remarquez bien, quand nous parlons d'élus et de pouvoir, nous parlons que du maire. Alors, parce qu'on est intégré dans une institution. Alors, évidemment, voilà un débat qu'on tourne en haut, on ne veut pas l'admettre. Avons-nous vraiment une gouvernance de ce pays qui permette ce qu'on souhaite et ce qu'on veut? On peut tourner rond comme on veut. La réalité, est-ce que les institutions telles quelles donnent les possibilités pour qu'un élu, parce que quel élu? Il faut un vrai exécutif. Je pourrais passer une journée à raconter toutes les contradictions que j'ai vécues pour ne jamais construire ce pays-là. On entreprend des choses, on finit avec rien. Parce qu'on est tout le temps en pleine contradiction. L'élu, le peuple, mais il n'y a pas... En définitive, l'élu en Guadeloupe est le dernier pion qui va, de ce qu'on a récupéré, va donner un petit peu au peuple pour servir d'intermédiaire ou comme on veut. D'ailleurs, je disais ça tout à l'heure, dans tous les débats importants, il n'est plus là. Parce que, et c'est pour ça que quand on a des conflits, ça, tout le monde va dans la rue, etc. Parce qu'il y a un problème d'institution dans ce pays. Il n'y a pas... Ce n'est pas adapté. Et moi, ce qui me chiffonne le plus, ceux qui ont vraiment défendu cette théorie-là vers la fin, ce sont justement des dirigeants français. Donc, il faut réorganiser ce pays-là autrement, si on veut résoudre le problème. Comme disait Albert, on a un pays superbe, on a plein de potentialités, etc. Mais je ne veux pas lancer des polémiques, mais il y en a plein qu'on peut lancer. Donc je peux vous dire, voilà ce qui bloque, voilà ce qui bloque, voilà ce qui bloque. Et je peux dire, maintenant, essayez de le faire avancer. Laisser quelques vous ne pouvez pas le pour faire les avancer. prochaines émissions. Ah ben ça, il y en aura, parce que je vous dis. Et à ce moment-là, je vous dis, faites avancer le pays. Vous êtes incapable de faire avancer ce pays-là, parce qu'il y a trop de freins liés à ça. Merci. Alors, merci, c'est tout ça, je veux Raphaël dire. Spéronnet. Quelle chaleur. Que parler après, Harry, c'est une difficulté, mais c'est pas possible. Je vais me déplacer. Alors, plusieurs choses. Je parlais de démocratie tout à l'heure. On parle de démocratie. Bon, on est quand même sur des bases où les gens qui votent, c'est moins de 50% ou 60%. Et on est dans une démocratie représentative. Et représentative de quoi? Pas de la Guadeloupe ou du territoire Guadeloupe. Les élus sont les élus de la République. Donc je veux dire qu'il faut être clair sur un certain nombre de trucs. Alors bien sûr, par rapport à votre question, je fais en tant que fils de la démocratie, enfant de la démocratie, défenseur de la démocratie, je suis dans l'utopie fondatrice de tout le monde, en espérant grandement que cette démocratie et cette utopie soient fondatrices d'un vivre ensemble, d'une équité. C'est quoi le frontispice, la égalité, fraternité et l'autre. Donc j'y crois. Donc dans ma pensée, dans ma conviction, je crois à cette utopie fondatrice d'une société qui peut se développer en cohérence avec tout le monde. Bon, dans la réalité de ma pratique, je suis dans une dystopie. C'est-à-dire que c'est pas ça du tout. D'accord. Thierry Abelli, l'élu que vous êtes, fait-il confiance à son électorat? Oui. Oui, parce que tout simplement, je considère que quand on est élu,
c'est un contrat moral que l'on passe avec la population, avec son électorat, sur un programme, sur un discours. Et donc, c'est ce qui sert de feuille de route pour être évalué tout au long, j'allais dire, du mandat. Et donc, même si, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, que la population crie, critique, etc., il s'agit pour moi de faire en sorte de respecter cet engagement, ou en tout cas, si je n'ai pas la possibilité de le respecter, de savoir expliquer de manière factuelle et objective les raisons pour lesquelles je suis dans la capacité de le réaliser. Et je considère, en tout cas, si sur la base du contrat signé dès le départ, de l'évolution, l'évaluation qui sera faite tout au long, que les choses vont dans le bon sens, ou que je sais expliquer ce qui n'a pas pu être réalisé, oui, j'en tire confiance sur le choix qui sera fait lors des prochaines élections par mon électorat. Donc, sur cette base-là, je dis oui, je fais confiance à mon électorat. Et honnêtement, j'ai eu l'occasion de le dire, je le dis régulièrement quand je suis à Bouillante, si effectivement à un moment donné la population me dit on n'en veut plus de toi, ça voudra dire que je n'aurais pas respecté mes engagements, le contrat moral passé, et donc par conséquent oui, je ne peux pas ne pas dire que je ne savais pas, puisque si je me suis engagé, c'est pour respecter. Si je ne respecte pas, il y a forcément une sanction. Merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de nous retrouver pour une autre émission. Que les choses soient dites. Merci à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Vous avez un vrai engouement pour cette émission Que les choses soient dites. Donc ne ratez pas le prochain rendez-vous mardi prochain avec un thème tout aussi intéressant. Excellente soirée à tous.